Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis, c'est exclusivement sur Equinox Télévision. Voici un fils prodige de retour à la maison tel que cet adage l'indique si bien. Le professeur Justin Ngoya, un Camerounais qui a traversé les océans et fait valoir aujourd'hui son savoir-faire dans le domaine pointu des sciences de l'éducation au Canada, est de passage dans son pays. C'est l'occasion de s'entretenir avec lui des questions des sciences de l'éducation, du colloque scientifique international qu'il organise au Cameroun dans peu, de l'approche par compétences APC et de l'association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP qu'il dirige. Bonsoir, professeur Justin Ngoya. Bonsoir, monsieur Kizogo. Merci de m'avoir invité. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision pour échanger avec nous de ces questions qui sont essentielles pour le développement d'un pays tel que le nôtre. Je précise que vous êtes consultant international en sciences de l'éducation et spécialiste des questions de l'approche par compétences APC. Mais vous êtes également enseignant à l'Université de Montréal au Canada. C'est bien cela? Tout à fait. J'enseigne plus précisément dans le département de sciences d'éducation, comme vous l'avez dit, dans le programme de deuxième cycle de l'enseignement postsecondaire. Donc ce programme vise à former les enseignants dans le domaine pédagogique, c'est-à-dire ceux du niveau postsecondaire et universitaire. Alors, vous êtes au Canada depuis, vous enseignez depuis 2010. Tout à fait. Mais justement, vous êtes né au Cameroun, à Bangou, en 1975. Exact. Mais cela ne suffit toujours pas pour savoir exactement qui vous êtes. Qui est le professeur Justin Ngoya? Justin Ngoya est né au Cameroun, comme vous l'avez dit, en 1975. Et après mon baccalauréat, je suis appelé par mon oncle, qui est diplomate. Et en ce moment-là, il travaillait au Zimbabwe, pour les Nations Unies. Alors, il me demande de venir poursuivre mes études là-bas. Et c'est de là que j'ai pu passer, entre autres, les certifications Microsoft, l'école d'ingénieur. Et par la suite, j'avais l'intention de revenir au Cameroun. Il m'a dit non, il y a encore des possibilités de faire des études beaucoup plus pointues aux États-Unis. Et en ce moment-là, je me trouve à New York. Mais malheureusement, je peux dire aussi heureusement, parce qu'après le 11 septembre, il a dit c'est trop dangereux, il doit falloir que tu quittes ce pays-là, pour le Canada que je connais très bien. Et d'ailleurs, c'est lui qui me parle de l'université de Moncton, en me disant qu'il était là lors du sommet de la francophonie et que c'est une très belle université, que je ne vais pas regretter, mais que c'était beaucoup plus petit que New York. C'est ce qu'il me dit à l'époque. Et aussi beaucoup plus de sécurité. Effectivement, il a mentionné tous ces genres de choses, mais je n'étais pas d'accord pour un début parce que je me sentais à l'aise aux États-Unis déjà, j'étais bien, je voulais vraiment poursuivre tous mes études aux États-Unis. Aux États-Unis, vous étiez à l'université New York, j'étais à New York, oui. Vous faisiez dans quelle discipline? En informatique. En informatique. Oui, bon, finalement, il m'a donc suggéré le diplôme de deuxième cycle à l'enseignement postsecondaire, donc un 2SS, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie de l'information et de la communication. Oui. Alors, je me trouve donc à Moncton en ce moment-là, et voilà, je finis ce diplôme, et j'entame aussi un MBA, Master Business Administration. Master Business Administration, que je finis la version, parce que c'est sur 2 volets, parce que c'est resté très général, il m'a dit, mais il faut te spécialiser. Donc, j'ai dû donc prendre une admission à l'Université du Québec, à Montréal. Et c'est de cette université-là que je parviens à me spécialiser en MBA, gestion de projet. Bon, par la suite, je fais donc un master en sciences d'éducation à l'Université de Montréal. J'ai aussi fait un diplôme d'études supérieures dans le domaine de la pédagogie. Donc d'ailleurs, c'est ce diplôme-là qui m'a donné plus de chance pour pouvoir former les autres profs au niveau universitaire. Bon, j'ai continué par la suite avec un master en sciences d'éducation et j'ai fait un PhD en sciences d'éducation également. Mais parallèlement, j'ai travaillé comme conseiller pédagogique et coordonnateur pédagogique où j'ai été amené à travailler en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, pour évaluer le programme éducatif de ces différents pays-là. Et pour évaluer justement le programme éducatif de ces différents pays-là. Et de donner des pistes pour les améliorer davantage. Donc, parcours, mais vous avez quand même, vous êtes passé par le Zimbabwe, vous avez eu un diplôme d'ingénieur. Tout à fait. Ingénieur en informatique. En informatique, oui. Mais c'est un parcours qui est très divers.
votre parcours académique? Mais vous savez, à l'époque, on disait l'informatique, oui, mais il fallait être ambitieux. Parce que quand on est informaticien, on peut manquer d'emploi. Mais en même temps, c'est un peu difficile d'être un véritable patron. Oui. Bon, mon oncle à l'époque, quand je dis mon père adoptif, il disait oui, effectivement, tu peux travailler comme informaticien, tu ne peux pas manquer de travail, mais si tu veux être un véritable patron, il doit falloir faire des cours de gestion et que le MBA était mieux approprié. Comme j'avais déjà travaillé au Zimbabwe, parce que j'ai enseigné dans les écoles au Zimbabwe, comme le Macman School, c'est des écoles anglaises, les Specialist College, c'est des écoles très réputées au Zimbabwe. Et je n'avais pas eu du mal à être accepté dans le programme de MBA au Canada. Ou le système canadien où on valorise beaucoup l'expérience professionnelle aussi. Effectivement. On veut des gens qui font des choses concrètes. Oui, c'est exactement ça la différence, parce que j'ai été très surpris, parce que la plupart de mes profs n'avaient pas le doctorat ni de PhD. Pour eux, mais c'était des professeurs très bons, il faut le dire très bons, donc c'était un peu difficile d'avoir de mauvaises notes. Parce que ces profs-là, la majorité n'était pas là pour nous piéger. Donc, il fallait faire beaucoup de travaux, il fallait faire beaucoup d'évaluations formatives formelles pour se préparer. Il y avait des moments où on avait le droit de se tromper en phase de préparation. Donc, je voyais plutôt que je quittais d'un système où il y avait beaucoup d'hostilité et je me trouvais dans un milieu où c'était beaucoup plus agréable, beaucoup plus fertile. C'est pas que je suis un génie, je ne pense pas. Je pense que j'ai seulement eu cette chance-là de quitter d'un système où les choses sont un peu plus compliquées, parce que j'ai fait mon secondaire ici. Et je me trouve dans un milieu où, finalement, on me dit, oui, voilà, à l'examen, si vous allez réussir, voilà les choses que vous allez apprendre, voici les différents critères. Au niveau des travaux, c'était la même chose. Donc, justement, j'ai pu saisir l'occasion et je suis allé beaucoup plus loin. Voilà. Alors, parlez-nous du Canada. Vous étudiez, comment ça se passe dans le domaine des sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'on apprend et vers quoi on va et comment cela se déroule-t-il concrètement? Disons, dans le domaine des sciences de l'éducation, c'est assez pointu. Vraiment, c'est assez pointu. C'est l'étudiant, contrairement à ce que nous voyons ici, qui est au centre de son apprentissage. Au Cameroun, par exemple, c'est le prof. Je vais commencer par définir, c'est quoi un bon prof dans le système éducatif camerounais? Un bon prof, c'est celui qui parle nécessairement très bien. C'est d'avoir un bon prof, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui impressionne. Mais dans le système éducatif, dans le système canadien, ce n'est pas le cas. Un bon prof, c'est celui qui est capable d'amener l'étudiant à comprendre, à aller beaucoup plus loin et à être autonome à la fin du module de formation. C'est le rôle de l'enseignant en ce moment-là, c'est de faire le travail par l'étudiant. Parce qu'on part toujours du fait que ce n'est pas à moi de faire le travail, c'est à l'étudiant. Alors, durant le programme, durant le cours, le rôle de l'enseignant en ce moment, c'est de vous donner des exercices, de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va être capable de travailler à la fin. Alors, l'enseignant part du profil de sortie, même le profil de sortie, excusez-moi pour l'expression, entre guillemets, parce qu'on parle de cible de formation pour un cours. Donc, l'enseignant dit, OK, à la fin, l'étudiant doit être capable de faire telle chose. Alors, qu'est-ce que je dois pouvoir mettre à sa disposition pour qu'il soit capable d'aller atteindre cette cible-là? C'est de cette façon-là que les cours se passent au Canada. Oui. Alors, vous avez eu, nous reviendrons dans vos activités actuelles, vous avez eu des responsabilités, vous avez des responsabilités là-bas. Au département, vous vous occupez de quoi? Au département de sciences d'éducation de l'Université de Montréal, vous vous occupez de quoi concrètement? Bon, au département, j'enseigne dans le programme de deuxième cycle à l'enseignement postsecondaire. Je donne plusieurs cours dans ce programme-là. Je donne le cours de gestion de classe, le cours de planification, le cours de psychopédagogie et développement de compétences, le cours de séminaire. C'est gestion des classes. Il faut gérer une salle de classe. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on apprend peut-être pas au Cameroun, si je ne me trompe pas. On n'apprend pas la gestion d'une classe, hein, même à ceux qui ont fait pédagogie. Ça, c'est le cours de pédagogie, parce que pour, vous savez, le Québec, c'est une province ou une nation plutôt diversifiée. Les étudiants viennent un peu de partout. Chacun vient avec ses mentalités, sa façon de faire. Et du coup, ce n'est pas aussi évident. Donc, il faut que l'enseignant qui est là, qui sache comment faire pour pouvoir amener les étudiants à travailler ensemble. Par exemple, au Canada, juste le simple fait de vous regarder droit dans les yeux, ça veut dire que je suis honnête. Mais vous savez très bien qu'au Cameroun, ou la majorité de nos pays, quelqu'un vous regarde droit dans les yeux, certains ne pourront pas oser vous regarder droit dans les yeux, parce que pour eux,
c'est comme ils cherchent à vous défier, c'est comme le challenge, mais en signe de respect, ils vont peut-être regarder à côté. Donc un enseignant doit pouvoir comprendre ça, donc c'est-à-dire être formé à l'éducation interculturelle, pour savoir que, ah oui, telle personne vient de telle région, le fait de faire telle chose, ça veut dire que c'est un respect, c'est pas un manque de respect. Donc ça, c'est autant de choses que l'enseignant au Canada, le professeur doit savoir. C'est aussi la raison que de plus en plus maintenant, la pédagogie doit être insérée. Le simple fait d'être chercheur n'est plus suffisant. Il faut suivre des cours de pédagogie pour être un professeur plein. Oui. Alors, donc, vous avez ces cours de gestion de classe, vous avez également ces cours d'évaluation. Oui. Et la question de l'évaluation, vous disiez tout à l'heure que vous êtes sorti d'un système où vous avez utilisé le piège, vous avez utilisé le mot piège. Absolument. Absolument, vous êtes sorti du Cameroun, il y avait le piège. Donc là-bas, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas forcément le piège. On n'a pas le sentiment que les professeurs se disent ces élèves ne peuvent pas me défier, je suis forcément au-dessus d'eux. Là, c'est autre chose. Là, ça va même plus loin que ça. Parce que nous, on est évalué à la fin de chaque session. Nous sommes évalués par les étudiants. Ah, par les étudiants. Tout à fait. Oui. Ils vous notent, ils disent ce que vous... Ils notent, il y a les différents aspects, les différents critères. L'étudiant note, et c'est de manière anonyme. Tout à fait. Et lorsque vous n'avez pas une bonne note, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, vous êtes appelé par le service pédagogique, où on va revoir ce qui ne va pas, comment est-ce que vous positionnez, etc. Et si vous êtes en début de parcours, ça se répète, vous pouvez être congédié. On congédie. Oui. D'accord. Donc c'est extrêmement rigoureux. C'est très rigoureux. Et donc voilà. Et donc vous arrivez donc dans cet environnement, vous êtes là depuis 2010. Disons, j'enseigne depuis 2010. Ah, vous au avez Canada, étudié dans cette université aussi? Oui, j'ai étudié là. Comme je l'ai dit au départ, j'ai fait mon diplôme d'études supérieures, mon diplôme en enseignement postsecondaire universitaire, parce que je suis formateur de formateurs. Donc, je forme les profs qui doivent enseigner au niveau postsecondaire. Le postsecondaire, c'est un peu comme nos IPES ici, et universitaire. C'est à ces personnes-là que je dispense des formations. Donc, il y a des cours de gestion de classe, comme je dis, les cours de planification, le cours de séminaire. Et parallèlement aussi, je suis personne ressource dans le programme de perfectionnement de maître de l'Université de Sherbrooke. Oui. Donc de temps en temps, on fait revenir des... De temps en temps, ils font appel à moi et je vais là-bas donner des cours de perfectionnement aux personnes qui veulent enseigner au niveau postsecondaire. Oui. C'est-à-dire dans les universités. Tout à fait, dans les universités. Oui, parce que quand on dit postsecondaire, il faudrait bien... Oui, postsecondaire, comme je dis, l'équivalent ici, c'est un peu les niveaux BTS. BTS, oui. Et plus. Absolument. Oui. Alors, vos activités actuelles, c'est justement, vous êtes consultant en question des sciences de l'éducation. Vous enseignez naturellement à l'Université de Montréal. Alors, vous avez parlé de ces consultations. En quoi est-ce qu'elles consistent? Vous avez parlé un peu de votre périple. Vous êtes allé en Afrique du Nord, notamment. Quand vous y allez, qu'est-ce que vous faites? Oui, disons, avant d'arriver en Afrique du Nord, j'ai travaillé pour le Collège La Salle comme coordonnateur pédagogique. Et j'avais cette responsabilité de faire en sorte de restructurer tout le système éducatif de l'Afrique du Nord. Plus précisément, les universités et les grandes écoles qui avaient les ententes avec le Collège La Salle du Canada. Donc c'est comme ça que je me rends dans tous ces pays-là et j'essaye de faire une évaluation. Le Collège La Salle, qui est un collège chrétien, si je ne m'abuse. Bon, parfois les gens se trompent, c'est pas le collège qui est ici, c'est pas la même chose, c'est purement canadien. Oui. Absolument. Donc mon rôle consistait justement à aller dans ces pays et de poser d'abord un diagnostic et de m'assurer que ce qu'ils dispensent là-bas comme formation rime bien avec ce qui se fait au niveau du Canada. Donc il fallait donc voir qui sont les profs là-bas, il fallait les entretenir, voir les notes de cours, voir comment ils évaluent, rencontrer les étudiants, rencontrer les enseignants, rencontrer le personnel administratif. Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait et par la suite faire une proposition. Oui. Et, ça, nous étions en quelle année ça? 2010, 2011, 2012. Je l'ai fait et ils m'ont fait appel encore par la suite parce que d'après, bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de dire ici, parce que d'après ce que l'un des responsables m'a dit, après être rendu à l'université parce que je ne travaillais plus là, ils ont envoyé d'autres consultants pour le suivi. Apparemment, ça n'a pas été un succès. Ils ont fait appel à moi. Et je suis retourné là-bas. Alors, donc l'accueil a été souvent globalement satisfaisant. Tout à fait. Et la mise en œuvre aujourd'hui, c'est quoi dans ce cas-là? Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que ceux qui étudient dans ces pays-là et dont les universités sont en partenariat avec le Collège La Salle, ils ont
les diplômes sont reconnus au Canada. Il y a aussi des emplois qui suivent. Les emplois, c'est automatique. Comme je dis, les emplois, c'est automatique. Bon, maintenant, ça dépend de l'étudiant. Est-ce qu'il veut vraiment ça? Ainsi de suite, oui. Alors, vous avez justement ces responsabilités en tant que consultant international, mais vous avez également, de manière globale, c'est la question des sciences de l'éducation qui vous tient à cœur. Comment est-ce que vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui, on doit définir aujourd'hui la question des sciences de l'éducation dans un contexte comme celui de l'Afrique, comme celui du Cameroun? C'est une discipline qui s'enseigne beaucoup, hein, notamment ici, mais est-ce que c'est de manière idoine? Vous trouvez que c'est convenable comme ça l'a fait? Je vois que déjà avec la faculté de sciences de l'éducation de l'université que nous avons ici, j'ai rencontré quelques collègues là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il doit falloir d'abord regarder la structure du programme. Et aussi s'assurer vraiment qu'il y ait une formation, que les profs qui dispensent des cours dans ces départements ou un peu partout, il faut quand même qu'ils se mettent en question. Parce qu'avoir un PhD ou un doctorat, ce n'est pas suffisant. C'est plus suffisant. Se faire appeler professeur, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Parce que ce qui importe aujourd'hui au Canada, c'est ce que justement on est capable de faire. En tant que prof, en tant que pédagogue, monter un programme et m'assurer que l'étudiant qui le réussit, il est capable d'aller répondre aux attentes du marché de l'emploi. Là, en ce moment, si on m'appelle professeur Ngoya, Justin, ça m'est égal. Le plus important, c'est vraiment ce qui doit être fait à la fin de la journée. Bon, au niveau du département de sciences d'éducation, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Même s'il y a quand même beaucoup de progrès, on doit devoir accélérer, sinon on risquera de ne jamais... Et donc, quand vous venez, vous avez rencontré des gens, vos séances de travail, ça se passe comment? Vous trouvez que l'accueil est plutôt chaleureux, ou il est froid, ou alors simplement un peu désintéressé? Ouais. Il y a certains qui sont ouverts. Pour l'instant, je ne peux pas encore tirer une conclusion, parce que... quand il y a des accords de principe, il faut attendre que les choses se réalisent, se concrétisent. Et pour l'instant, il y a cet accord de principe un peu partout où je suis allé. Mais j'attends d'ici là que les choses puissent se concrétiser avant que je puisse me prononcer. Parce qu'il s'agit là d'un colloque scientifique international. Une occasion pour moi de rencontrer mes collègues sur place, qu'on essaie de discuter autour d'une table ronde avec les experts internationaux et ensemble mettre et ensemble développer quelque chose pour pouvoir aider le pays. Alors justement, pour pouvoir aider le pays, vous insistez sur la question de l'approche par compétence. Il s'agit de quoi concrètement? Que faut-il entendre par cette approche par compétence, dont on parle aussi beaucoup au Cameroun, mais dont les résultats parfois ne suivent pas toujours? L'approche par compétence, c'est quoi aujourd'hui? L'approche par compétence, l'appliquer dans le contexte camerounais exige un certain nombre de contraintes, de sacrifices de la part de l'enseignant. Or, on regarde déjà le personnel enseignant est mal rémunéré. Mais quand l'enseignant décide d'enseigner en utilisant cette approche, ça nécessite beaucoup d'investissement. Vraiment beaucoup d'investissement, parce qu'il doit avoir, entre autres, l'évaluation formative formelle. L'évaluation formative formelle, c'est un peu comme le bac blanc qu'on fait ici, qui n'est pas compté, mais qui permet quand même à l'étudiant d'avoir une idée globale. Bon, or, dans un contexte par compétence, il ne peut pas avoir une évaluation sommative sans qu'il y ait au préalable une évaluation formative formelle qui va permettre à l'étudiant de jauger son niveau son niveau de compétence. De compréhension de la matière. Donc l'enseignant doit s'assurer de donner cette évaluation-là et de pouvoir corriger. Vous voyez déjà un enseignant camerounais déjà faire cette évaluation-là avant de donner une évaluation sommative qui compte. Ce n'est pas évident. Donc ça prend d'avoir une sorte de motivation. Est-ce que le professeur ou l'enseignant camerounais est motivé? Donc vous voyez d'abord, il y a cette question de rémunération qui se pose. Bon, cependant, il y a certains qui enseignent par amour, par passion. Alors ces personnes-là, il y a toutes les dispositions qui sont prises. Alors donc, il doit falloir en ce moment-là que ces personnes-là aussi, ces enseignants, ces collègues, qui soient au préalable formés. Parce qu'ils doivent beau avoir la volonté, passionnée de leur métier, mais s'ils ne sont pas au préalable formés, comment doivent-ils aider ou réussir à aider les étudiants à se développer, même s'ils ont la volonté? Vous voyez qu'il y a là un problème de formation qui se pose. Malheureusement, il n'y a pas des écoles de formation des profs à ce niveau-là. À ce niveau. Donc le colloque... C'est-à-dire que, oui, tout à fait. Au-delà de l'école normale, par exemple, ici, on ne forme plus les professeurs après cela. Tout à fait. L'école normale, c'est pour le niveau secondaire. Alors maintenant, ces profs-là, ils sortent, c'est pour aller enseigner au secondaire.
Alors, même là encore, on peut dire oui, l'enseignant du primaire, du secondaire, il n'est plus à la recherche de son identité professionnelle, mais il en demeure pas moins que lorsqu'il termine, ça s'arrête là. Il n'y a pas une école où il va pouvoir se perfectionner, se recycler, comme pour utiliser cette expression-là. Là, c'est déjà quand même beaucoup mieux. Mais au niveau supérieur à l'université, donc les enseignants qui enseignent à l'université n'ont aucune connaissance pédagogique. Pas du tout. Et parfois, c'est par accident de parcours qu'ils se mettent à enseigner. Il se dit, OK, pourquoi pas essayer de donner tel cours, tel cours. Du coup, que se passe-t-il? L'enseignant essaie de se rappeler comment enseigner son prof de mathématiques. Il essaie de revoir peut-être les anciennes copies. Et c'est de cette façon-là qu'il... Alors, et vous dites que c'est l'une des raisons du chômage ambiant qu'on a chez les jeunes qui vont à l'université. Vous dites que le système éducatif camerounais forme des chômeurs, finalement. Si on c'est ce que vous dites? C'est une évidence. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit lui-même lors de son allocution le 10 février 2016, et où il sort en mettant en place un plan triennal. Triennal, oui, pour les jeunes. Pour les jeunes, et il ne s'est pas arrêté là. Il y a une enveloppe générale de près de 100 milliards oui, qui a été dégagée pour en arriver là. Pourquoi il a fait ça? C'est pour aussi, entre autres, permettre que le Cameroun puisse vraiment atteindre l'émergence en 2035 et en même temps que les jeunes puissent mieux s'insérer au niveau économique, au niveau socio-professionnel. Mais ça ne suffira pas, si je comprends bien. C'est là où je suis en train de venir. Cette initiative a été saluée, même par mes autres collègues camerounais du côté de Montréal. Quand nous avons entendu ça, on était très contents, surtout nous les pédagogues. Mais on s'est dit que ça ne suffit pas. Donc il doit falloir mettre en place ce que nous sommes en train de faire là, d'abord à travers le colloque, où nous aurons l'occasion d'être réunis, et entre Camerounais, entre Africains, entre experts canadiens, et pouvoir avoir des centres de travail et alors, trouver une justement, venons-en à ce colloque. Le colloque, ce sera quoi? Comment ça va s'organiser? Quelles sont les grandes idées, forces, et qu'est-ce qui va en sortir? Disons, au niveau du colloque, d'abord, la thématique, c'est les enjeux de l'approche par compétence en milieu éducatif et professionnel. Bon, et le colloque va se passer autour de 3 axes, parce qu'il s'agit d'un colloque scientifique. D'abord, avant de présenter les 3 axes, j'ai voulu en fait que mes frères, que les Camerounais puissent vivre la même chose que nous vivons depuis plusieurs années au Canada, aux États-Unis, un peu partout quand nous allons dans les conférences. Donc ça va se faire de la même façon. Au niveau du premier axe, j'ai voulu en fait qu'il y ait un regard croisé entre ce qui se fait en Amérique du Nord, ce qui se fait en Afrique et plus précisément au Cameroun. Et là, autour de la table, il y aura des experts. Cet axe va être animé par il y aura les communications orales, il y aura les ateliers pratiques, tables rondes et des témoignages au niveau de cet axe. Et au niveau du deuxième axe, c'est l'adéquation formation-emploi, où nous essayons en ce moment-là de trouver des solutions et d'aller dans le même sens qu'a souligné le chef de l'État lors de son allocution de 10 février 2016 aux jeunes. Et nous visons en ce moment-là d'amener et de faire en sorte que l'on comprenne, les Camerounais, ainsi de suite, et les autres pédagogues, que le numérique est devenu aujourd'hui une compétence. Donc c'est un incontournable en matière dans les sociétés. Donc il faut absolument les intégrer justement pour que les étudiants qui viennent, qui sortent étant autonomes, prêts à travailler. Bon, nous avons pensé à un troisième axe qui est plus intéressant et qui n'est pas souvent abordé en Afrique. Au Cameroun, je n'ai pas encore entendu parler de ça. En Europe, ils sont en train de s'y mettre. Ils dépensent aussi des milliards d'euros pour pouvoir mettre l'accent sur la santé psychologique au travail. Au Canada, ils sont très avancés et ils mettent beaucoup plus d'accent maintenant sur... Le fameux burn-out. Burn-out, effectivement. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Bon, ils me mettent l'accent là-dessus et beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus sur le bien-être psychologique au travail. Parce qu'il y a 2 aspects au niveau de la santé psychologique au travail. Il y a la détresse psychologique au travail, il y a le bien-être psychologique au travail. Mais il faut beaucoup plus mettre l'accent sur le bien-être psychologique au travail. Comment faire pour que le personnel soit heureux? Parce qu'il y a plusieurs recherches qui ont montré qu'il y a une certaine adéquation entre le développement professionnel et le bien-être psychologique au travail. Donc, plus on est heureux, on a des prédispositions de se développer professionnellement. Et donc, le colloque se tient quand? Et donc, le colloque se tient quand?
Le colloque, c'est du 17, 18 et 19 juin à Yaoundé. 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà. Alors, vous avez à peu près un certain nombre d'invités. Il y en a qui viennent du Canada, il y en a qui viendront d'ici. Et puis, quel accueil vous avez reçu ici par rapport à ça? Vous êtes en pleine démarche là, en ce moment. Comment trouvez-vous l'accueil? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme pour ceux qui entendent que vous allez organiser un colloque? Disons, le Premier ministre a salué l'initiative. Il vous a reçu, le Premier ministre? Pas encore, avec ses multiples fonctions et tâches, oui. Mais il sait que ça ne saurait tarder. Bon, il a aussi donné l'initiative, il a demandé au ministère sectoriel de pouvoir collaborer avec nous. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu un accord de principe. Et je pense qu'au courant de cette semaine, tout doit bien se passer. Sinon, ça risque d'être un peu problématique. Il faut l'avouer, parce qu'il s'agit d'un colloque scientifique. Donc, déjà, le programme doit sortir avant la mi-juin. Et pour que vous soyez en train de vous ébranler sur le terrain. Alors, pour sortir un tel programme, il faut au préalable finir avec ces ministères, savoir qui participe, etc. Mais naturellement, les ministères concernés, enseignement secondaire, vous avez été reçu là-bas? Il y a l'enseignement de, vous appelez ça ici le MINDUP. Oui, enseignement de base. De base. Vous avez été reçu là-bas? Tout à fait. Oui. Là-bas, ça se passe bien. Il y a le MINSEC. Oui, MINSEC, enseignement secondaire. Le MINSEC, oui. Il y a le MINSUP aussi. Oui, MINSUP aussi. Et il y a le MINFOP. Oui, MINFOP, oui. Ministère de l'Emploi, Formation professionnelle. Oui, effectivement. Et le ministère du Travail. Du Travail, oui. Bah, là aussi, il faut ajouter les entreprises. Tout à fait, parce que là, on pose la question, ça se passe comment avec les entreprises? Puisque l'approche par compétence, cela débouche après la formation, l'emploi. Vous avez vu le GICAM, par exemple? On a vu le GICAM, nous avons un dossier qui a été soumis là, et on a aussi eu un accord de principe. Bon, on attend que d'ici là, les choses doivent se décanter pour que les participations aussi soient effectives. Oui, parce qu'avec les entreprises, globalement, la question qu'on va se poser également, c'est de savoir, au terme du colloque, est-ce que les résolutions de ce colloque, vous espérez qu'elles soient traduites dans les faits? De quelle manière? Puisque l'objectif que vous poursuivez, c'est l'emploi pour ces gens qui sont formés. Comment vous espérez, pensez que c'est une décision politique quand même là qui va être prise? Ce qui est certain, c'est que pour améliorer l'éducation, on ne peut pas le faire sans les politiques. Sans le gouvernement public, c'est impossible. Donc, doivent toujours être au centre de ce que nous faisons. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas non plus venir au Cameroun mener une telle initiative sans impliquer le gouvernement. Donc, cela veut dire finalement quoi? Que ces personnes, à la fin, pour répondre à votre question, ces personnes doivent justement aller beaucoup plus loin et développer les compétences qu'il faut pour répondre aux attentes. Parce que si au niveau des entreprises, l'étudiant qui vient, qui termine sa formation, n'a pas ce qu'il faut, je ne pense pas que vous allez l'embaucher. Parce que quand il va venir passer l'entrevue chez vous, vous allez au préalable l'interviewer d'abord. Alors pour l'interviewer, ce n'est pas seulement lui poser les questions d'ordre théorique. Vous allez lui demander, vous allez lui dire de faire exactement ce que vous attendez de lui. Et s'il n'est pas à la hauteur, vous n'allez pas l'embaucher. Or, si au moment de monter le programme, le module de formation, il y a une concertation entre ces entrepreneurs et les pédagogues, vous comprenez déjà qu'il y a une nette évolution. Donc, vous aurez les profils d'emploi, on aura les profils d'emploi et puis les profils de formation qui devront correspondre aux profils d'emploi. Effectivement. Et justement, il faut, à cette occasion, vous pensez donc faire venir suffisamment d'entrepreneurs à travers le GICAM? On a d'entrepreneurs, on a beaucoup qui doivent venir même du Canada, dans les pays africains aussi, ils vont venir du Bénin. Il y a même les ministres du Bénin qui vont être là. Il y a certains qui viendront de la Côte d'Ivoire, du Burundi aussi. Parce que le but, c'est quoi? C'est de pouvoir discuter avec ces entrepreneurs. Il doit avoir une table ronde aussi avec ces entrepreneurs et des pédagogues. Et le but, c'est qu'au sortir de ce colloque, qu'on ait un début de solution. À la fin du colloque, il y aura un suivi. Donc, on ne va pas en rester seulement à prendre des résolutions sans qu'il y ait table suivi par la suite. Alors, je rappelle également que vous êtes vous dirigez, vous êtes le président, vous me direz si c'est bien le cas, de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, AIPDP. Alors, qu'est-ce que cette association fait? Vous travaillez dedans comment? En tant que le but de l'association, c'est parti d'un constat qu'au niveau de l'Afrique en général, on avait presque les mêmes problèmes partout. Surtout ce problème de compétences, la formation était restée très théorique. Et c'était aussi parti du fait que nos profs n'ont pas la chance d'être formés. Et comme je l'ai dit, beaucoup plus au niveau supérieur, c'est par temps de parcours qu'ils se trouvaient à faire ce métier-là.
Bon, je me suis dit, pourquoi pas mettre en place une association qui doit accompagner le gouvernement et faire en sorte qu'au niveau de l'Amérique du Nord, impliquer mes collègues chercheurs et mes collègues pédagogues pour qu'ils puissent nous accompagner progressivement et faire en sorte que tous les 10 régions du Cameroun soient couvertes pour qu'on essaie de réduire ce fossé-là qu'il y avait l'Amérique du Nord. Donc le but de l'association, vraiment, c'est de s'assurer de tout ce qui est assurance qualité et de rester dans ce sens, dans cette mouvance d'innovation pédagogique. Ça, c'est le but de l'association. De l'association, oui. Voilà. Et actuellement, nous sommes basés à Douala, mais à partir de l'automne, l'association, le siège social sera à Montréal. Et déjà, il y a le Bénin, qui a déjà une succursale. Il doit aussi avoir une succursale en Côte d'Ivoire, au Burundi, dans les différents pays. Le plus important, ce n'est pas de rester au Cameroun, parce que nous sommes avant tout les Africains. Mais j'ai voulu que la première édition de ce colloque commence ici. Ce colloque se tiendra un peu partout en Afrique dans les années à venir. Déjà l'année prochaine, le colloque aura lieu au Bénin. Et la 3e édition aura lieu en Côte d'Ivoire. Okay. Alors, justement, vous entendez implanter cette association et puis aller un peu plus loin. Vous insistez sur le suivi. Pour vous, c'est important parce que même après le colloque, il y aura des résolutions, mais il faudra aller au-delà pour s'assurer qu'effectivement, on arrive à des résultats concrets. Nous, on ne va pas s'arrêter même seulement au niveau du suivi. Il y aura un calendrier, un échéancier réaliste, parce que juste après le colloque, nous allons tenir notre assemblée pour définir, et je vais rester encore après le colloque, pour faire les 10 régions, avec une équipe en place, pour identifier le problème et mettre en place ce qui a été prévu. Alors, professeur Justin Goya, vous vivez au Canada et justement l'actualité fait que certaines questions deviennent essentielles, notamment au Cameroun où nous avons la crise anglophone qui fait des ravages ici avec des combats, avec certains qui réclament d'ailleurs carrément une sécession. Alors le Canada, on le sait, le Québec qui est la partie francophone, lui, vit cette question-là du multiculturalisme d'une certaine manière. Comment lisez-vous la crise anglophone ici au Cameroun et finalement, quel exemple faut-il en tirer par rapport au Canada? Tout d'abord, M. Guizogo, c'est triste. Et pour répondre, je vais d'abord peut-être essayer de repréciser la question. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de la crise anglophone, il s'agit de la crise camerounaise. Parce que le Cameroun est avant tout un pays uni. Pourquoi parler des anglophones, parler des francophones? Il s'agit du Cameroun qu'il est question ici. Je le vis et c'est triste, c'est dommage que je ne sois pas assez outillé, qu'il me manque des solutions. C'est que des larmes. Parce que dans un pays comme le Cameroun, comme le Canada, c'est l'image du Cameroun qui doit être préservée. Pas seulement au Canada, un peu partout dans le monde entier, nous allons avant tout préserver l'image du Cameroun. Nous pouvons peut-être ici discuter entre nous, mais une fois traversé les frontières, nous on devait quand même faire profil bas et essayer de savoir ce qui se passe. C'est ce que les autres pays font. Au Canada, ils font tout pour protéger les leurs. Tout ce qui se fait, ils essaient de discuter, de trouver des solutions. Mais quand on parle déjà de crise anglophone, il y a un problème. De quelle crise anglophone est-il question? C'est la crise camerounaise. Donc vraiment, c'est triste. Mais c'est dommage que je n'ai pas une potion magique pour renverser la situation. Alors, est-ce que ça se ressent jusqu'au Canada où vous êtes? Bien sûr. Oui. Il y a des positions très tranchées dans la communauté camerounaise. Les gens sont... ça se passe comment? Disons, ceux que j'ai côtoyés, ils sont presque du même avis que moi. Quel que soit ce qui se passe, nous, on va d'abord avant tout être unis. Parce qu'on a l'habitude de le dire, le Cameroun, c'est un pays béni. Alors, pourquoi ça arrive à nous? Il y a beaucoup de choses qu'on a évitées par le passé. Et aujourd'hui, parler de la crise anglophone, je ne comprends tout simplement pas. Sinon, les personnes que j'ai côtoyées au Canada, je veux dire de mon milieu, sont toujours aussi... c'est un regret, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont autant tristes que moi. Alors, le Canada, vous parliez tout à l'heure de cette gestion des salles de classe. Vous parliez de la question de la gestion des salles de classe en tenant compte justement de l'approche par compétence et encore des réalités multiculturelles. Alors, comment ça se passe au Canada? On tient compte de ça très clairement. Le Québec, qui vit dans la vaste partie anglaise du Canada, finalement, le Québec, lui, étant une minorité,
Ça se passe comment? On arrange, ça se passe très bien, il n'y a pas d'erreur. Est-ce qu'il n'y a pas finalement souvent aussi des tensions? Ce qui est sûr, quand on parle là où les humains sont installés, dit qu'il n'y a pas de tension, c'est pas vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au préalable fixer des règles. Quand on parle tout à l'heure de gestion de classe, ça veut dire dès la première séance de cours, il faut fixer des règles. Et comment fixer les règles maintenant? Est-ce qu'il faut fixer ces règles de manière autoritaire, de manière démocratique, de manière collaborative? C'est ce qui doit être fait dès le départ. Parce qu'un enseignant qui a vendu ça de classe se met à donner son cours, n'importe quoi peut arriver durant la session. Alors, quand on a suivi les cours de gestion de classe, on commence avant tout à fixer les règles de classe. Et on le fait de manière collaborative avec les étudiants. Parce que les étudiants ne sont pas aussi malhonnêtes, perturbateurs comme on le pense. Quand ils sont impliqués au moment de la... quand ils sont impliqués dans la mise en place des règles de classe, il est très difficile qu'à la fin de leur formation, qu'ils soient des perturbateurs. Parfois, c'est ces étudiants perturbateurs qui deviennent très souvent des meilleurs étudiants. Et donc, le Canada a réglé la question, vous avez fait Moncton. Tout à fait. Moncton qui est toujours dans la zone bilingue. Moncton, c'est beaucoup plus bilingue parce que là-bas, c'est vraiment une minorité dans une zone anglophone. Bon, à Montréal, c'est le Québec est francophone, mais très influencé par la partie anglaise. Par la partie anglaise, et c'est le français qu'on parle. Mais sauf que dans la ville, pour avoir un bon emploi, il faut aussi être bilingue. Vous pouvez aussi avoir de l'emploi quand vous êtes francophone, mais pour avoir un travail de qualité, il faut parler anglais. Il faut être bilingue. Et le Québec essaye de protéger cette culture, cette française qui perd un peu du terrain. C'est de tout faire pour le saisir, etc. Mais les anglophones, comme les entrepreneurs continuent à s'installer et à réclamer des personnes qui parlent autant les deux langues. Vous voyez, c'est... Mais les règles sont telles que, quand vous reportez cela à la situation du Cameroun, est-ce que vous pensez que ici les revendications claires des anglophones sont qu'ils estiment qu'il y a une marginalisation? Et c'est là où vous dites qu'il faut de la collaboration, il faut fixer des règles collaboratives. Donc pour vous c'est important. Tout à fait. Au préalable, il faut s'asseoir, parce que nous sommes fils d'un même pays. Il faut s'asseoir. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Alors il faut fixer des règles au préalable. Parce que tant que ce n'est pas fait, on va s'engager le problème en surface, sans entrer en profondeur, on va toujours revenir à la même situation après. Donc, à mon avis, il faut toucher la racine et fixer des règles. Pas de manière agressive, mais de manière collaborative. C'est de cette façon, à mon avis, qu'on pourrait trouver gérer cette crise-là. La solution. Alors, le bilan de la question des sciences de l'éducation, quand vous faites une comparaison, professeur Ngoya, est-ce que finalement vous estimez que les pays occidentaux, vous êtes passé, et même anglo-saxons on va dire, vous êtes passé par le Zimbabwe, vous étiez à New York, aux États-Unis avant d'être maintenant au Canada, est-ce que vous estimez que leur développement, leur degré de développement est lié à la question de l'éducation qu'on a su adresser en adaptant aux réalités de la société? C'est pour vous une clé essentielle? Tout à fait. Par exemple, je prends le cas du Zimbabwe. Tout ce que j'ai fait au Zimbabwe, on me les a reconnus au Canada, sans aucun problème. J'ai suivi des cours au Zimbabwe, j'ai travaillé aussi au Zimbabwe. J'ai même fait de la construction au Zimbabwe, à la Banque mondiale, à l'OMS, en tant qu'informaticien. Bon, maintenant, quand j'arrive au Canada, je suivais les cours de DSS, en technologie de l'information et de communication. Ce cours, il y avait un stage. Mais j'avais travaillé déjà au Zimbabwe comme administrateur de réseau. Sur réseau serveur, j'ai administré ce serveur-là. J'arrive au Canada, qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment-là? Il fallait faire un stage. Et en même temps, j'étais dans un programme coopératif. J'ai rencontré le directeur du programme, je lui ai expliqué ce que j'avais déjà fait. Il a dit, hey, monsieur Ngoya, vous n'avez plus besoin de stage, vous avez fait tout ça. Durant le stage, j'ai travaillé durant cette partie du stage. J'étais rémunéré. Donc, ça veut dire tout ce que j'avais fait, on me les a reconnus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le programme, ils ont vu le descriptif, etc. Bon. De l'autre côté du Cameroun, on peut bien reconnaître ce que nous avons fait à l'extérieur. Mais sauf que parfois, il n'y a même pas le descriptif. Il n'y a pas de syllabus. On ne sait pas très bien ce qu'on fait. Effectivement. Donc, on va un peu à l'aveugle et la navigation à vue. Effectivement. D'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. J'ai aussi travaillé comme coordonnateur pédagogique et j'étais aussi responsable
de tout ce qui concernait reconnaissance des acquis de compétences. Alors en ce moment-là, il y a mes frères aussi qui venaient du Cameroun, de la France, de l'Allemagne, un peu partout. Des ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je travaillais directement... Ça, c'était tout au Zimbabwe? Non, non, ça c'est au Canada, déjà. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait reconnaître certains cours pour qu'ils puissent aller rapidement. Parce que la plupart de nos frères qui arrivent au Canada, leur souhait, c'est d'avoir rapidement le diplôme canadien, peu importe, et de pouvoir s'insérer dans la société et par la suite sortir les maîtrises, les doctorats pour pouvoir se faire reconnaître. Alors, ils arrivent, les ingénieurs surtout, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire, ils cherchaient très souvent à faire les attestations d'études collégiales. Parfois, c'est les DEC, diplômes d'études collégiales. C'est un peu l'équivalent du BTS, un peu plus. Alors, quand je regarde, puis j'étais le responsable, je me dis, mais cette personne n'a pas besoin de faire tous ces cours-ci. Parce qu'il les a déjà fait. Pourquoi refaire ce que je sais déjà faire? Alors, j'ai mis en place un petit examen en collaboration avec les experts contenus d'une trentaine de minutes qui cernaient vraiment la compétence de ces cours. Mais malheureusement, la plupart ne parvenaient pas à réussir ces textes. Alors, en ce moment, ils devaient donc suivre ces cours-là au complet. Je suis allé plus loin parce que je suis un chercheur. À la fin du programme, j'ai rappelé toutes ces personnes-là pour leur demander est-ce que ça valait vraiment la peine de suivre ces cours-là? Ça a été toujours à l'unanimité. Que si on ne faisait pas ces cours, on n'aurait pas été à niveau. On ne peut pas savoir comment procéder. Donc ça, c'était un camin évident pour moi. Je peux encore aller beaucoup plus loin. Un autre constat que j'ai fait, c'est de mon épouse. Mon épouse, elle est avocate. Elle a fait, elle quitte ici avec une licence et une maîtrise en sciences d'éducation. Non, une licence et une maîtrise en droit, en droit privé. Elle arrive en France. Elle fait le master de l'Union européenne en droit et tout. Elle fait, le 2A, appelé diplôme d'études approfondies. Alors, elle me retrouve au Canada. Elle décide de faire le barreau pour être avocate au Canada. Pour moi, c'est une évidence. C'est une formalité. Oui, elle va aller rapidement, ça va être vite fait. Bon, elle arrive, on dit oui, madame, on vous accepte. Mais avant de commencer les cours à l'école de barreau, voici une liste de cours. Il faudrait réussir au préalable ces cours-là. Vous pouvez donc aller composer si vous voulez, ou bien suivre une session avec elle. Alors, vous avez cette liberté. Elle va donc à l'Université de Montréal, parce que j'y étais déjà. Elle s'inscrit à ces cours-là. Elle devait faire ce programme-là en 4 mois. Alors là, au bout de 4 mois, elle a pris un certain nombre de cours. Et moi, je me plaignais, je dis, mais pourquoi, avec tout ce que tu as fait, on doit suivre encore ces cours? En ce moment-là, elle vient à la maison et me dit, écoute là, c'est maintenant que je suis en train d'apprendre. Je dis, mais comment ça, c'est maintenant que tu es en train d'apprendre? Elle me dit, parce qu'il y a des cas, c'est des cas concrets. Des cas concrets. Nous travaillons sur des cas concrets. Ça n'a rien à voir, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. C'est ce qu'elle me l'a dit. Et après les 4 mois, elle a encore fait 4 mois supplémentaires. Elle n'avait aucune obligation de le faire. Elle a encore pris certains cours, encore 4 mois supplémentaires. Bon, ce qui est ridicule, ce qui est là, bon, je n'étais pas content parce qu'en même temps, il fallait que je paye moi-même de mes poches. Ça pesait financièrement. Oui, sur le plan financier, c'était pas évident. Vous n'étiez pas très enthousiaste. Non, pas du tout. Vous auriez aimé un petit raccourci et qu'elle y aille rapidement. Non, c'est sûr. C'est sûr que dans l'action, c'est ce que j'aurais aimé. Oui. Elle a dit non, c'est moi qui suis en train d'apprendre. Je vais encore suivre des cours. Elle a encore fait 4 mois supplémentaires. Donc 8 mois au total. 8 mois finalement au lieu de 4 mois. C'est après ces 8 mois-là maintenant qu'elle entre au barreau. Bon, elle entre au barreau curieusement. Je me dis qu'elle va faire en 4 mois et passer l'examen de barreau pour devenir avocate. Elle entre au barreau. Curieusement, elle me dit encore non, je vais faire pas sur une session, je vais faire sur 2 sessions avant de présenter l'examen de barreau. Bon, vous comprenez déjà que je parle comme ça d'une personne qui a fait licence, maîtrise au Cameroun, continue en France, master 2A de l'Union européenne. Vous comprenez déjà qu'il y a des lacunes. Et avec cette collecte de données faite au CF de Vieux-Montréal et au Collège La Salle, en tant que responsable de tout ce qui est reconnaissance des acquis de compétences, c'est une évidence. Donc, on sort avec beaucoup plus de capacité à agir sur le terrain, à être compétent sur le terrain. Alors, justement, vous parlez des Camerounais qui sont à l'extérieur. Vous qui êtes responsable de ces questions d'évaluation, vous les voyez passer devant vous. C'est quand même impressionnant, le nombre de Camerounais qui partent du Cameroun aujourd'hui pour l'extérieur. Vous vivez ça au quotidien, quand même. Oui, effectivement. Déjà à Montréal, il y en a, ne me demandez surtout pas le nombre. Le nombre, parce que mais ils sont nombreux. Je n'ai aucune idée, mais ce qui est sûr, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et la plupart des personnes à qui j'ai parlé de ce projet, personnellement, m'ont déconseillé. Ils m'ont dit que ça ne servait à rien. Qu'on va vous mettre les bâtons dans les roues. Donc l'idée qu'on a,
du Cameroun à l'heure l'extérieur, la c'est que majorité. lorsque vous ramenez un projet, Oui. il ne marchera pas. Oui, c'est ça. On vous mettra les bâtons Et là, dans les roues. ils sont très sûrs. Ils sont très sûrs de... Ils sont très sûrs. C'est Oui. comme moi, je suis un fonceur. Oui. Je me suis dit, ça fait depuis 2010 que j'ai investi à l'Université de Montréal. Je me suis dit, mon pays aussi a besoin de ce que je fais. Je suis conscient, parce que beaucoup ne savent pas, je suis conscient qu'au Cameroun, il n'y a pas de formation, il n'y a pas des écoles de formation des profs. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2010. Je me suis dit, bon voilà, je vais le faire dans mon pays. Si on m'en empêche, je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Mais ça ne va pas aller à une échelle beaucoup plus avancée. Je vais le faire dans d'autres pays. Et chaque année, je vais venir ici, le faire avec des écoles privées progressivement. Ça va être très long pour aboutir. Mais je n'arrêterai jamais parce qu'il s'agit de mon pays. Alors, pourquoi les Camerounais pensent de cette façon? C'est une réalité vécue sur le terrain ou alors simplement c'est une image d'Épinal à propos de leur pays? Bon, certains ont tenté, d'après ce qu'ils m'ont dit, certains ont essayé et ça n'a pas marché pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici. Mais je leur ai dit, je ne peux pas être spécialiste dans un domaine comme l'approche par compétence, et ne pas revenir. Les journalistes viendront à un moment donné me rencontrer, me dire oui, professeur Ngoya, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Je n'ai aucune solution. Ça, c'est l'une des motivations. Et de deux, je me dis, je suis l'un des spécialistes à l'Université de Montréal. Il n'y a aucune question en matière d'éducation au département qu'on ne m'appelle pas, surtout quand ça concerne l'approche par compétence. Alors je me dis, j'ai une certaine obligation, une conscience qu'il faut absolument venir au Cameroun et faire la même chose. Alors, quand vous le dites, cela voudrait dire que ce découragement qui gagne les enseignants, les Camerounais à l'extérieur, ça déteint sur le fait qu'ils ne puissent pas revenir au Cameroun. Ça veut dire que, est-ce que ça voudrait dire que tous ces Camerounais qui sont là-bas, il y en a qui sont très compétents, hein, la plupart du temps? Quelqu'un qui a étudié au Canada et qui a un diplôme là-bas, il est compétent. À mon avis, il est compétent. À moins qu'il ait d'autres manières qu'il a obtenues autrement. Mais je me demande comment est-ce qu'il a fait. Parce qu'on peut tricher dans un cours, mais on ne peut pas tricher dans tous les cours. Donc, c'est un système qui est là où vous connaissez, vous ne connaissez pas. Donc, il y a beaucoup de compétences. Surtout, je pense que le Cameroun, ça c'est mon point de vue, pour atteindre l'émergence. Le chef d'État a fait beaucoup de choses qu'il faut louer, qu'il faut saluer. Mais la diaspora, on ne peut pas atteindre cette émergence, à mon avis, sans se servir aux besoins de cette diaspora. Parce que de l'autre côté, on a la compétence qu'il faut. Sur le terrain, le contexte est là. Le contexte est là, le contexte est réel. Donc ça prend une collaboration avec les experts sur place, qu'on travaille ensemble. On ne vient pas donner des leçons à personne. On est là pour s'asseoir, discuter, réfléchir. Moi, je viens avec de l'expertise. Je suis avec mon collègue, me dit, hey, écoutez, monsieur Ngoya, il y a les zones rurales. Comment est-ce qu'on fait pour les gens qui sont loin? Pourquoi on fait ça? C'est avec cette technique-là qu'on va réfléchir et trouver une solution par rapport à ça. Alors, il faudrait quand même peut-être s'inquiéter de ce que des gens qui sont comme vous, qui ont autant de compétences, que vous ne reprennent pas l'initiative de revenir sur place au pays pour apporter ce que vous apportez par exemple, et qu'eux ils pourraient apporter dans le domaine dans les domaines qui sont les leurs. C'est quand même un problème aujourd'hui. C'est-à-dire ce manque de confiance que les Camerounais peuvent avoir vis-à-vis de leur pays lorsqu'ils sont à l'extérieur. C'est un problème. Vous savez, quand on a été frustré, c'est pas aussi évident. C'est des personnes, c'est des intellectuels, c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs, et chacun a sa part d'histoire. À mon avis, je vous dirais tout simplement de courir parfois vers ces personnes-là, parce que c'est aussi votre responsabilité des médias, et c'est votre pays aussi, pour savoir vraiment ce qui se passe, et voir s'il y a des pistes de solutions. Pour faire revenir. Mais comme vous l'avez dit, on ne peut pas dire toujours à quelqu'un comment procéder, mais on peut au moins discuter avec la personne. Avec la personne pour mieux comprendre ses motivations. Alors, vous avez aujourd'hui, il y a effectivement de nombreux Camerounais qui sont à l'extérieur. Vous étiez à New York également, vous en avez vu. Est-ce que la diaspora vous paraît suffisamment impliquée encore aujourd'hui dans un mouvement, dans l'accompagnement du pays pour qu'on puisse aller vers cette émergence en 2035? Là, c'est quoi l'organisation là-bas? Il y a une association des Camerounais, vous vous retrouvez comment? Bon, il y a l'association des Camerounais et il y a aussi l'association des différents villages. Ah, voilà. Des différents villages. Déjà, si on veut faire venir, c'est très simple. Tout ce que la diaspora a besoin, chacun veut venir au Cameroun, chacun veut retourner. Je n'ai pas encore vu une seule personne au Canada qui ne souhaite pas venir au Cameroun. Je n'ai pas encore vu un seul. Parce que ailleurs, on ne se sent jamais chez soi. Oui, absolument. On ne se sent jamais. Je me sens chez moi toujours quand je viens au Cameroun. Je vis à Montréal depuis 2002, mais je suis toujours très à l'aise quand je viens ici. Malgré tout ce que nous rencontrons au quotidien, tout ça, on est toujours content. Ça rigole, ça crie, tout ça, mais on est toujours fiers d'être là.
Parce que de l'autre côté, on est citoyen canadien, mais on est toujours comme on n'est pas chez nous. Oui. Et on vient ici, on dit la diaspora, donc on est un peu rejeté. Vous voyez, c'est pas aussi évident. Pas évident. Vous vous retrouvez entre deux feux. Quand vous êtes là-bas, on dit vous êtes citoyen canadien. Quand vous êtes ici, vous êtes citoyen camerounais. Oui, bon, ici, on va dire ce sont des étrangers, ils veulent venir nous donner des leçons. Et vous insistez sur le fait que ce ne sont pas des leçons que vous venez donner. Vous venez ici pour un échange d'expérience avec les Camerounais, avec les enseignants camerounais, avec les responsables camerounais. Mais vous imaginez quand même que les gens peuvent s'inquiéter, peuvent se poser la question de savoir où ils viennent avec leurs grands airs, ils sont au Canada, ils vont venir, ils pensent qu'ils vont nous donner des leçons. Bon, c'est pas ça. Je ne viens pas non plus chercher un emploi au Cameroun. Donc je suis satisfait de ce que j'ai fait au Canada. Et je le fais, ce n'est pas nécessairement pour gagner de l'argent. Avec le but de l'association, c'est une nation à but non lucratif. Et déjà, pour le Bénin, il y aura beaucoup de subventions. C'est que je n'ai pas voulu vraiment attendre longtemps, faire des demandes de subventions au Canada avant de venir ici. Mais sinon, dans les prochaines éditions, il y aura des subventions. Le Camerounais qui va faire partie de ce projet n'aura pas besoin qu'on le paye. L'argent sera là pour le faire. Mais pour une première édition, il a fallu que je sorte de l'argent de mes poches pour faire les choses. J'ai dit à mes collègues que s'il faut que j'attende, que je contacte le gouvernement camerounais, que j'attende, que je fasse ci, je fasse ça, n'aura jamais lieu. Ça va être des idées qui vont être étouffées et tout. J'ai pris les devants de la chose. Sinon, c'est même pour ces raisons que mes collègues canadiens, québécois, un peu partout, ils sont joints. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait des choses qui avaient déjà été faites. Et je profite de l'occasion pour dire merci au Premier ministre qui nous a répondu assez rapidement. Et ça a fait preuve de diligence. Rapidement, il faut le saluer. Parce qu'il faut le saluer. Et ça a quand même ouvert des portes à ce que nous ayons finalement ce partenariat avec la chaire de recherche sur le numérique. Ah voilà. Et à l'Université de Montréal. L'Université du Québec. Du Québec. Donc, ok. Vous avez donc cette... Oui, tout à fait. J'ai cette entente avec l'AIPDP et ce directeur sera là avec nous pour le colloque. Et je suis en train de vouloir absolument qu'il puisse vraiment avoir des ententes avec cette chaire sur les numériques, avec la majorité de nos universités ici, les entreprises, pour que tout ce qui est fait là-bas, qu'on essaie de le réaliser aussi sur place. Et ce qui est encore avantageux, c'est qu'avec cette chaire, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher de l'argent au Cameroun. Il y a déjà du financement. Et donc, il y a des financements. Alors, et comment vous comptez, au-delà de ce que le Premier ministre vous a déjà facilité la tâche, vous irez dans quel rythme vous comptez aller très rapidement pour que les choses s'éclaircissent pour vous? Bon, dans les jours à venir, surtout beaucoup plus d'ici la fin de cette semaine, comme vous avez dit en tout début de l'émission, il y a les ententes de principe, les accords de principe ont été... c'est déjà passé. Bon, nous attendons que les choses se fassent concrètement. Bon, lors de cet échange, j'ai beaucoup de choses que pas aussi tout dévoiler ici. Tout à fait, vous avez beaucoup de choses. Alors, oui, absolument. Je vais aussi les proposer, les parler de cette chaire-là. C'est ça l'avantage de mon pays. Et aussi, à partir du mois de novembre, il y a aussi cette continuité, ce mini-colloque, qui va, je vais voir d'abord l'évolution de ce colloque, mais ça va toucher 2 à 3 pays d'Afrique pour les numériques. Alors, la question du numérique, comment est-ce qu'elle est plus aujourd'hui au Canada? Vous sentez bien qu'il y a un retard du côté de l'Afrique et du Cameroun. Et comment est-ce qu'elle est adressée au Canada, la question du numérique? Vous qui êtes à l'université, ça se gère comment? Au Canada, c'est déjà intégré. Et je pense que même avant mon arrivée, c'était déjà intégré. C'est maintenant la continuité. Mais quand je regarde au Cameroun, pas plus tard que la semaine passée, je passais... de l'autre côté, au niveau des ministères, je vois les personnes qui complétaient les choses encore à la main et qui disaient qu'ils viennent là pour compléter, vous appelez ça bon de caisse, c'est pas trop. C'est incroyable. Bon, je vais à la banque, c'est la catastrophe, il faut encore faire. On n'a plus besoin de ça. Il y a des possibilités de faire vite. Il y a des possibilités. Donc les numériques sont là pour régler des problèmes. C'est-à-dire à partir de votre téléphone, à partir de quoi Vous pouvez faire un retrait, vous pouvez vous déplacer, vous n'avez plus besoin de quitter le nord pour venir à Yaoundé, pour les actes de naissance, vous n'avez pas besoin de faire signer. Tout est fait déjà, il y a des possibilités, il y a des... Avec le numérique, on n'a pas le choix, ça fait partie de l'ADN de toutes les sociétés qui veulent vraiment évoluer, qui veulent aller beaucoup plus loin au XXIe siècle. On ne peut pas faire sans le numérique. Ça fait partie désormais des compétences. Alors, et dans le cadre de l'enseignement, vous qui êtes à l'Université de Montréal, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on applique le numérique dans les enseignements? Voilà.
Déjà au Cameroun, au Canada, excusez-moi, au Cameroun, parce que je suis Vous êtes Camerounais. Oui, c'est ça. Donc vous avez toujours le Cameroun. Disons au niveau du Canada, nous parlons déjà de la classe inversée. La classe inversée. Classe inversée, pédagogie inversée. Ça veut dire quoi? C'est technique ça? Oui, effectivement. Ça veut dire quoi? La pédagogie inversée. Pédagogie inversée ou classe inversée. Ça veut dire que le prof aujourd'hui n'a plus nécessairement besoin de venir raconter. Comme j'ai dit au début de l'émission, un bon prof n'est pas dans un contexte par compétence, c'est pas celui qui parle très bien. C'est pas nécessairement celui qui parle très bien. C'est celui qui est capable d'amener l'étudiant à aller beaucoup plus loin, à amener l'étudiant à développer ses compétences. Donc, quand nous mettons en place la pédagogie inversée ou encore classe inversée, ça veut dire tout ce qui est aspect théorique. On l'envoie à l'étudiant. L'étudiant a tout le temps, par des capsules vidéo, des explications. Même quand il est couché, il peut écouter les explications. Maintenant, quand il se rend en classe, c'est vraiment pratico-pratique. C'est ça qu'il fait. C'est ça que nous faisons déjà au Canada depuis un certain temps. Or, ici, on va me dire que c'est l'approche par compétence. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'approche par compétence. À mon avis, nous sommes encore au niveau de l'approche par contenu. C'est-à-dire qu'on est encore dans les contenus. Dans le contenu. Théorique alors. Tout à fait. Parce que même quand l'enseignant énonce des objectifs, il va vous dire qu'il n'a plus le temps. Parce qu'il veut courir vite. Donc, c'est le contenu. Il va aller vite pour finir le contenu. Alors donc, il y a l'approche par contenu, après il y a l'approche par objectif. Ou déjà, même si l'enseignement est morcelé, au moins on sait que ce petit bout-là, on a compris ça, oui. Alors après ça, il y a l'approche par compétence. Et dans l'approche par compétence, où on va parler de l'APP, classe inversée, etc. Donc, toute cette approche-là se situe sur un continuum. Et tout cela, ces approches, on les change toujours en fonction de l'autre qui est l'étudiant. Alors, qu'est-ce qui caractérise cet étudiant? Alors, maintenant, aujourd'hui, tous les enfants, ils pensent qu'ils sont nés avec l'iPad. Oui, avec les téléphones. Avec les téléphones. Alors, donc, il doit falloir se servir de ça, pour pouvoir les enseigner. C'est pour ça que nous avons déjà mis en place la classe inversée. Alors, d'ici 2025-2030, il y aura une autre approche. En même temps, au Cameroun, peut-être, je ne sais pas où, donc il doit falloir qu'on essaie de rattraper le retard dès maintenant. Sinon, ça va être très difficile de rattraper ces pays occidentaux. Alors, donc, pour vous, il y a un avantage à ce que les données technologiques soient à peu près à la disposition de tout le monde aujourd'hui, notamment de la nouvelle génération. Même ici, même ici, c'est quoi la moyenne d'un téléphone portable? Je regarde mes nièces, mes neveux, tous ont le téléphone Android. Alors, qu'est-ce qui empêche un enseignant de se servir de ça? Alors ça, c'est autant de choses que nous allons faire des démonstrations lors de ce colloque scientifique international. Comment, à partir d'ici, dans les zones rurales, l'enseignant peut procéder pour amener l'étudiant à développer ses compétences et aller beaucoup plus loin. Alors justement, mais cela demande quand même des investissements. La différence peut-être qu'il y a entre le Canada et le Cameroun, c'est que le Canada, de manière technologique, on est assez développé. C'est vrai qu'il y a des téléphones portables que les enfants ont ici, mais vous savez que il y a des villages ici où il n'y a toujours pas de lumière. Ça, c'est certain. C'est clair, il faudra peut-être imaginer d'autres approches. C'est déjà pensé. Mais ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord que l'enseignant lui-même accepte d'abord de s'intégrer dans cette approche. S'il accepte déjà, il y a toujours les moyens. Il y a toujours les possibilités. Mais si au départ, il n'est pas motivé, pour des raisons peut-être salariales, etc., ça va être très difficile. Il va rester dans l'approche par contenu. Alors, vous parlez depuis de la motivation des enseignants, notamment en ce qui concerne les questions salariales. Pas vous dire, on va pas vous demander de nous dire ici combien vous êtes payé, mais lorsqu'on vous voit, on imagine que vous êtes bien payé. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont bien payés là-bas, quand même. Et ici au Cameroun, ce n'est pas pareil. Vers quoi on peut aller pour améliorer tout ça, votre vie? Vous êtes Camerounais, vous êtes allé au Canada, vous connaissez l'expérience du Cameroun. Il faut aller vers quoi? Est-ce que... La première des choses, c'est, par exemple, on parle de l'enseignant, on passe à de l'éducation. Ça, c'est des personnes qui doivent être bien traitées dans toutes les sociétés. Un enseignant a des privilèges. Tout passe pas entre les mains de l'enseignant. Qu'on soit ingénieur, qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, ce sont les enseignants. Donc, c'est des personnes qui méritent un bon traitement. Bon, maintenant, il y a certains qui n'enseignent pas la passion, peu importe qu'il soit payé ou pas. Quand il est dans une salle de classe, il a la conscience professionnelle. Il essaie de tout faire pour que les étudiants puissent réussir. Mais il y a combien qui peuvent avoir cette conscience professionnelle quand ils ne sont pas capables de jouer les deux bouts? Vous voyez, effectivement, il y a ce problème-là. Bon, en ce qui me concerne au Canada, vraiment, je ne me plains pas. Et ça, c'est une réalité, je ne me plains pas. J'aurais pu ne pas venir ici, c'est pour les raisons égoïstes. Je peux aussi rester là et à la fin de ma carrière, je retourne ici. Mais je ne peux pas avoir cette conscience-là. Je ne veux pas avoir cette conscience, je veux pas être tranquille. Mais si vous avez un conseil à donner, c'est de dire que les enseignants se plaignent beaucoup au Cameroun des conditions dans lesquelles ils travaillent. Et je crois d'ailleurs beaucoup sont partis du côté du Canada. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Que j'ai dans mes salles de classe aussi. Il y a beaucoup de Camerounais qui viennent.
les profs des différentes universités, parce que quand ils arrivent pour enseigner, c'est pas évident. Il faut qu'ils soient... Beaucoup viennent suivre ces cours-là, ces formations-là. Il y a les Français, les gens qui viennent de l'Allemagne, un peu partout, qui viennent suivre ces cours de pédagogie. Donc, je suis très informé à ce niveau-là. Je les pose aussi des questions et tout. Et encore pour revenir au niveau de l'approche théorique, c'est pas aussi des profs qui s'en sortent facilement quand ils arrivent. Donc, c'est très compliqué pour eux parce que respecter les normes. Les normes, c'est pas évident. On les donne un travail, on demande un maximum de 5 pages. Vous allez recevoir 15 pages, 20 pages et tout ça pour un travail de 5 pages. Pourtant, ils ont la grille d'évaluation, tout est là. Ils ont les grilles critériées. Alors, maintenant, ce que je fais pour aider mes collègues, j'essaie de les rencontrer longtemps en avance. Quand ils sont inscrits, j'envoie un message, parce que je connais rapidement les noms camerounais. J'essaie de répertorier le tout, je les envoie un message. Je les rencontre avant et j'essaie de les expliquer encore tout un cours en entier, comment ça se passe au Canada, les travaux, ainsi de suite, avant la première séance de cours. Bon, depuis que j'ai fait ça, les notes, effectivement. Et beaucoup m'écrivent quand même pour me remercier, parce que ça les aide aussi dans les autres cours qui suivent avec d'autres professeurs. Mais sinon, vraiment, ce n'est pas évident. La différence, c'est quand on voyage. Quelqu'un qui a étudié dans le contexte d'approche où l'approche est purement théorique, pour ne pas dire classique, qui se trouve du côté de l'Amérique du Nord, ça devient très compliqué. Mais par contre, c'est des personnes qui peuvent aller beaucoup plus vite et être mieux que les autres. S'ils peuvent cerner rapidement ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai eu un prof comme ça, venant de l'université de Tchang. Il a suivi mon premier cours. Pour lui, c'était une évidence. C'était justement ce cours de gestion de classe. C'est un professeur, un docteur. Il a eu 2 doctorats même. Il a eu un ici au Cameroun. Il a eu un autre en France. Voilà, il se retrouve dans ma classe. Il voit le cours de gestion de classe. Pour lui, c'est quoi gestion de classe? C'est un cours déjà validé. Il n'était pas régulier et il n'a pas réussi les examens. Bon. Il se retrouve maintenant, il reprend avec moi. Il était maintenant motivé, il suivait tout ce qu'il fallait, il a très bien réussi et il a suivi le cours de séminaire avec moi. Il m'a réécrit par la suite, il m'a dit qu'il n'avait jamais réussi à rencontrer un ancien. Donc c'est quelque chose qui marque un prof. Aujourd'hui on se rencontre, j'ai aussi essayé de l'aider, il a pu avoir un emploi et tout va bien pour lui maintenant. D'accord. Alors donc vous estimez, et si vous aviez un conseil à donner, professeur Ngoya, aux autorités camerounaises en ce qui concerne le traitement, la rémunération des enseignants, qu'est-ce que vous leur diriez? Un conseil amical bien sûr. Oui, la première des choses, c'est vraiment de s'asseoir autour d'une table. Je sais pas, quand on parle de la question salariale, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et il y a beaucoup de principes. C'est pas quelque chose qu'on se lève comme ça. Il faut d'abord peut-être justement faire venir des spécialistes, s'asseoir autour d'une table avec ces personnes, entre collègues et échanger, tenir compte de la situation économique du Cameroun, essayer de regarder et finalement décider ce qu'il faut faire et parler à ces décideurs. Mais pas de manière à dire qu'on revendique quoi que ce soit, mais nous estimons que voilà, en précisant ce qui peut être fait, ainsi de suite. Parce que comme j'ai mentionné en tout début, si les moyens ne sont pas là, vous-même vous l'avez souligné, si je veux bien appliquer vraiment les normes de l'approche par compétence, comme il se doit, il y a quand même un minimum d'investissement. Il arrive parfois que moi-même je sors de la reine de mes poches pour acheter certaines choses, même si l'université en fournit. Parfois, c'est pas ce que je veux. Je veux d'autres choses. Alors déjà, le Camerounais qui est là, le prof, il a beau vouloir faire ci, beau vouloir faire ça. Mais s'il est limité... S'il est limité, déjà, son propre salaire ne lui permet pas de joindre les deux bouts. Dis-lui encore de sortir son... Vous voyez, c'est pas évident. Et là, en ce moment, c'est compliqué pour l'étudiant. Alors, professeur Justin Ngoya, nous arrivons au terme de cet entretien. Un dernier mot, les perspectives, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, pour votre pays, pour même votre carrière? Vous voyez tout cela. Comme vous avez dit, au Canada, je ne plains pas. Je le dis avec toute humilité. C'est une réalité. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est cette expertise-là, essayer de partager avec mon pays. Bon, et tout le début, ça va se passer avec ce colloque scientifique international qui aura lieu le 17, 18 et 19 juillet 2018 au Palais des Congrès. Donc, il faut d'abord que ce soit les entrepreneurs, les inspecteurs pédagogiques, les enseignants, toutes ces personnes-là, les start-up, il faut qu'ils soient présents. Et parce qu'en ce moment, ils vont voir aussi d'autres experts qui viendront du Canada, des États-Unis, un peu de partout. Ils sont autour d'une table. Ça, c'est le début d'un changement. Donc, il faudrait qu'on essaie de discuter. Et on va se retrouver encore au mois de novembre. Avant de se retrouver au mois de novembre, on aura un calendrier bien établi. Il y aura des possibilités, comme je l'ai dit, il y aura des possibilités d'avoir des ententes, des partenariats avec cette chaire de recherche du numérique du Canada. Donc, c'est déjà le début d'une solution. Mais et après ce colloque scientifique,
Je ne vais pas directement retourner au Canada. J'ai l'intention de faire les 10 régions. Avec qui il est possible qu'il y ait des liens, parce que un colloque aussi, c'est l'occasion de tisser des liens. Oui. C'est le réseautage. Donc il est possible que je le fasse avec certains collègues camerounais. Oui. Bon, parce que ceux qui viendront de l'Occident, c'est juste pour accompagner ceux qui sont sur place, pas venir les donner des leçons. Il faut que je précise davantage, parce que ceux qui sont sur place, ils maîtrisent mieux le contexte par rapport à moi. Si ceux qui sont ici viennent au Canada, je maîtrise mieux le contexte canadien qu'eux. Donc c'est en associant nos forces qu'on pourrait logiquement aller beaucoup plus loin et essayer de réduire, de creuser l'écart, ce fossé-là qui existe entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et par ricochet, essayer d'atteindre cette émergence 2035 dont le président de la République ou les chefs d'État parlent depuis longtemps. Merci, professeur Justin Goya, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation, consultant international, vous enseignez à l'Université de Montréal au Canada et vous êtes de passage au Cameroun. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, ne quittez pas, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Ça se passe comment? Disons que ceux que j'ai côtoyés, ils sont presque du même avis que moi. Quel que soit ce qui se passe, nous, on va d'abord avant tout être unis. Parce qu'on a l'habitude de le dire, le Cameroun, c'est un pays béni. Alors, pourquoi ça arrive à nous? Il y a beaucoup de choses qu'on a évitées par le passé. Et aujourd'hui, parler de la crise anglophone, je ne comprends tout simplement pas. Sinon, les personnes que j'ai côtoyées au Canada, je veux dire de mon milieu, sont toujours aussi... c'est un regret, ils ne savent pas quoi faire, ils sont autant tristes que moi. Oui. Alors, le Canada, vous parliez tout à l'heure de cette gestion des salles de classe, vous parliez de la question de la gestion des salles de classe en tenant compte justement de l'approche par compétence et encore des réalités multiculturelles. Alors, comment ça se passe au Canada? On tient compte de ça très clairement. Le Québec, qui vit dans la vaste partie anglaise du Canada, finalement, le Québec, lui, étant une minorité, ça se passe comment? On arrange? Ça se passe très bien, il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas finalement souvent aussi des tensions? Ce qui est sûr, quand on parle là où les humains sont installés, dit qu'il n'y a pas de tension, c'est pas vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au préalable fixer des règles. Quand on parle tout à l'heure de gestion de classe, ça veut dire dès la première séance de cours, il faut fixer des règles. Et comment fixer des règles maintenant? Est-ce qu'il faut fixer des règles de manière autoritaire, de manière démocratique, de manière collaborative? C'est ce qui doit être fait dès le départ. Parce qu'un enseignant qui a dans une salle de classe se met à donner son cours, n'importe quoi peut arriver durant la session. Alors, quand on a suivi les cours de gestion de classe, on commence avant tout à fixer les règles de classe. Et on le fait de manière collaborative avec les étudiants. Parce que les étudiants ne sont pas aussi malhonnêtes, perturbateurs comme on le pense. Quand ils sont impliqués au moment de la... quand ils sont impliqués dans la mise en place des règles de classe, il est très difficile qu'à la fin de leur formation, qu'ils soient des perturbateurs. Parfois, ces étudiants perturbateurs qui deviennent très souvent des meilleurs étudiants. Et donc, le Canada a réglé la question. Vous avez fait Moncton. Tout à fait. Moncton qui est toujours dans la zone bilingue. Moncton, c'est beaucoup plus bilingue parce que là-bas, c'est vraiment une minorité dans une zone anglophone. Bon, à Montréal, c'est le Québec. Le Québec est francophone, mais très influencé par la partie anglaise. Par la partie anglaise, et c'est le français qu'on parle. Mais sauf que dans la ville, pour avoir un bon emploi, il faut aussi être bilingue. Vous pouvez aussi avoir de l'emploi quand vous êtes francophone, mais pour avoir un travail de qualité, il faut parler anglais. Il faut être bilingue. Et le Québec essaye de protéger cette culture, cette française qui perd un peu du terrain. C'est de tout faire pour le saisir, etc. Mais les anglophones, comme les entrepreneurs continuent à s'installer et à réclamer des personnes qui parlent autant les deux langues. Vous voyez, c'est... Mais les règles sont telles que, quand vous reportez cela à la situation du Cameroun, est-ce que vous pensez que ici les revendications claires des anglophones ils estiment qu'il y a une marginalisation? Et c'est là où vous dites qu'il faut de la collaboration, il faut fixer des règles collaboratives. Donc pour vous, c'est important. Tout à fait. Au préalable, il faut s'asseoir, parce que nous sommes fils d'un même pays. Il faut s'asseoir. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Alors il faut fixer des règles au préalable.
Parce que tant que ce n'est pas fait, on va s'engager le problème en surface, sans entrer en profondeur. On va toujours revenir à la même situation après. Donc, à mon avis, il faut toucher la racine et fixer des règles. Pas de manière agressive, mais de manière collaborative. C'est de cette façon, à mon avis, qu'on pourrait trouver gérer cette crise-là. la solution. Alors, le bilan de la question des sciences de l'éducation, quand vous faites une comparaison, professeur Ngoya, est-ce que finalement vous estimez que les pays occidentaux, vous êtes passé, et même anglo-saxons on va dire, vous êtes passé par le Zimbabwe, vous étiez à New York, aux États-Unis avant d'être maintenant au Canada, est-ce que vous estimez que leur développement, leur degré de développement est lié à la question de l'éducation qu'on a su adresser en adaptant aux réalités de la société? C'est pour vous une clé essentielle? Tout à fait. Par exemple, je prends le cas du Zimbabwe. Tout ce que j'ai fait au Zimbabwe, on me les a reconnus au Canada, sans aucun problème. J'ai suivi des cours au Zimbabwe, j'ai travaillé aussi au Zimbabwe. J'ai même fait de la consultation au Zimbabwe, à la Banque mondiale, à l'OMS, en tant qu'informaticien. Bon, maintenant, quand j'arrive au Canada, je suivais les cours de DSS, en technologie de l'information et de la communication. Ce cours, il y avait un stage. Mais j'avais travaillé déjà au Zimbabwe comme administrateur de réseau. Sur Ozo Server, j'ai administré ce serveur-là. J'arrive au Canada, qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment-là? Il fallait faire un stage. Et en même temps, j'étais dans un programme coopératif. J'ai rencontré le directeur du programme, je lui ai expliqué ce que j'avais déjà fait. Il a dit, hey, monsieur Ngoya, vous n'avez plus besoin de stage, vous avez fait tout ça. Durant le stage, j'ai travaillé durant cette partie du stage. J'étais rémunéré. Donc, ça veut dire tout ce que j'avais fait, on me les a reconnus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le programme, ils ont vu le descriptif, etc. Bon. De l'autre côté du Cameroun, on peut bien reconnaître ce que nous avons fait à l'extérieur. Mais sauf que parfois, il n'y a même pas le descriptif. Il n'y a pas de syllabus. On ne sait pas très bien ce qu'on fait. Effectivement. Donc, on va un peu à l'aveugle et la navigation à vue. Effectivement. D'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. J'ai aussi travaillé comme coordonnateur pédagogique et j'étais aussi responsable de tout ce qui concernait reconnaissance des acquis de compétences. Alors, en ce moment-là, il y a mes frères aussi qui venaient du Cameroun, de la France, de l'Allemagne, un peu partout. Des ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je travaillais directement... Ça, c'était tout au Zimbabwe? Non, non, ça c'est au Canada déjà. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait reconnaître certains cours pour qu'ils puissent aller rapidement. Parce que la plupart de nos frères qui arrivent au Canada, leur souhait, c'est d'avoir rapidement le diplôme canadien, peu importe, et de pouvoir s'insérer dans la société et par la suite sortir les maîtrises, les doctorats pour pouvoir se faire reconnaître. Alors, ils arrivent, les ingénieurs surtout, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils cherchaient très souvent à faire les attestations d'études collégiales. Parfois, c'est les DEC, diplômes d'études collégiales. C'est un peu l'équivalent du BTS, un peu plus. Alors, quand je regarde, puisque j'étais le responsable, je me dis, mais cette personne n'a pas besoin de faire tous ces cours-ci. Parce qu'il les a déjà fait. Pourquoi refaire ce que je sais déjà faire? Alors, j'ai mis en place un petit examen en collaboration avec les experts contenus d'une trentaine de minutes qui cernaient vraiment la compétence de ce cours. Mais malheureusement, la plupart ne parvenaient pas à réussir ce texte. Alors, en ce moment, ils devaient donc suivre ces cours-là au complet. Je suis allé plus loin parce que je suis un chercheur. À la fin du programme, j'ai rappelé toutes ces personnes-là pour leur demander est-ce que ça valait vraiment la peine de suivre ces cours-là? Ça a été toujours à l'unanimité. Qu'est-ce si on ne faisait pas ces cours? On n'aurait pas été à niveau. On ne peut pas savoir comment procéder. Donc ça, c'était quand même évident pour moi. Je peux encore aller beaucoup plus loin. Un autre constat que j'ai fait, c'est de mon épouse. Mon épouse, elle est avocate. Elle a fait, elle quitte ici avec une licence et une maîtrise en sciences d'éducation. Non, une licence et une maîtrise en droit, en droit privé. Elle arrive en France. Elle fait le master de l'Union européenne en droit et tout. Elle fait, le 2A, appelé diplôme d'études approfondies. Alors, elle me retrouve au Canada. Elle décide de faire le barreau pour être avocate au Canada. Pour moi, c'est une évidence. C'est une formalité. Elle va aller rapidement, ça va être vite fait. Bon, elle arrive, on dit oui, madame, on vous accepte. Mais avant de commencer les cours à l'école de barreau, voici une liste de cours. Il faudrait réussir au préalable ces cours-là. Vous pouvez donc aller composer si vous voulez, ou bien suivre une session avec vous. Alors on vous donne, vous avez cette liberté. Elle va donc à l'université de Montréal, parce que j'y étais déjà. Elle s'inscrit à ces cours-là. Elle devait faire ce programme-là en 4 mois. Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis, c'est exclusivement sur Equinox Télévision. Voici un fils prodige de retour à la maison tel que cet adage l'indique si bien. Le professeur Justin Ngoya, un Camerounais qui a traversé les océans et fait valoir aujourd'hui son savoir-faire dans le domaine pointu des sciences de l'éducation au Canada, est de passage dans son pays. C'est l'occasion de s'entretenir avec lui des questions des sciences de l'éducation, du colloque scientifique international qu'il organise au Cameroun dans peu, de l'approche par compétences APC et de l'association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP qu'il dirige. Bonsoir, professeur Justin Ngoya. Bonsoir, monsieur Kizogo. Merci de m'avoir invité. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision pour échanger avec nous de ces questions qui sont essentielles pour le développement d'un pays tel que le nôtre. Je précise que vous êtes consultant international en sciences de l'éducation et spécialiste des questions de l'approche par compétences APC. Mais vous êtes également enseignant à l'Université de Montréal au Canada. C'est bien cela? Tout à fait. J'enseigne plus précisément dans le département de sciences d'éducation, comme vous l'avez dit, dans le programme de deuxième cycle de l'enseignement postsecondaire. Donc ce programme vise à former les enseignants dans le domaine pédagogique, c'est-à-dire ceux du niveau postsecondaire et universitaire. Alors, vous êtes au Canada vous enseignez depuis 2010. Tout à fait. Mais justement, vous êtes né au Cameroun, à Bangou, en 1975. Exact. Mais cela ne suffit toujours pas pour savoir exactement qui vous êtes. Qui est le professeur Justin Ngoya? Justin Ngoya est né au Cameroun, comme vous l'avez dit, en 1975. Et après mon baccalauréat, je suis appelé par mon oncle, qui est diplomate. Et en ce moment-là, il travaillait au Zimbabwe pour les Nations Unies. Alors, il me demande de venir poursuivre mes études là-bas. Et c'est de là que j'ai pu passer, entre autres, les certifications Microsoft, l'école d'ingénieur. Et par la suite, j'avais l'intention de revenir au Cameroun. Il m'a dit non, il y a encore des possibilités de faire des études beaucoup plus pointues aux États-Unis. Et en ce moment-là, je me trouve à New York. Mais malheureusement, je peux dire aussi heureusement, parce qu'après le 11 septembre, il a dit ce pays, c'est trop dangereux, il doit falloir que tu quittes ce pays-là, pour le Canada que je connais très bien. Et d'ailleurs, c'est lui qui me parle de l'Université de Moncton, en me disant qu'il était là lors du sommet de la francophonie, et que c'est une très belle université, que je ne vais pas regretter, mais que c'était beaucoup plus petit que New York. C'est ce qu'il me dit à l'époque. Et aussi beaucoup plus de sécurité. Effectivement, il a mentionné tous ces genres de choses, mais je n'étais pas d'accord pour un début parce que je me sentais à l'aise aux États-Unis déjà, j'étais bien, je voulais vraiment poursuivre tous mes études aux États-Unis. Aux États-unis, vous étiez à l'université? New York, j'étais à New York, oui. Vous faisiez dans quelle discipline? En informatique. En informatique. Oui, bon, finalement, il m'a donc suggéré le diplôme de deuxième cycle à l'enseignement postsecondaire, donc un 2SS, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie de l'information et de la communication. Oui. Alors, je me trouve donc à Moncton en ce moment-là. Et voilà, je finis ce diplôme et j'entame aussi un MBA. Master Business Administration. Master Business Administration, que je finis la version, parce que c'est sur 2 volets. Oui. Parce que c'est resté très général. Il m'a dit, mais il faut te spécialiser. Donc, j'ai dû donc prendre une admission à l'Université du Québec, à Montréal. Et c'est de cette université-là que je parviens à me spécialiser en MBA, gestion de projet. Bon, par la suite, je fais donc un master en sciences d'éducation à l'Université de Montréal. J'ai aussi fait un diplôme d'études supérieures dans le domaine de la pédagogie. Donc d'ailleurs, c'est ce diplôme-là qui m'a donné plus de chances pour pouvoir former les autres profs au niveau universitaire. Bon, j'ai continué par la suite avec un master en sciences d'éducation et j'ai fait un PhD en sciences d'éducation également. Mais parallèlement, j'ai travaillé comme conseiller pédagogique et coordonnateur pédagogique où j'ai été amené à travailler en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie pour évaluer le programme éducatif de ces différents pays-là et pour évaluer justement le programme éducatif de ces différents pays-là. Et de donner des pistes pour les améliorer davantage. Donc, parcours, mais vous avez quand même, vous êtes passé par le Zimbabwe, vous avez eu un diplôme d'ingénieur. Tout à fait. Ingénieur en informatique. En informatique, oui. Mais c'est un parcours qui est très divers, votre parcours académique. Mais vous savez, à l'époque, on disait l'informatique, oui, mais il fallait être ambitieux. Parce que quand on est informaticien, on peut manquer d'emploi. Mais en même temps, c'est un peu difficile d'être un véritable patron.
Oui. Bon, mon oncle à l'époque, quand il dit mon père adoptif, il disait oui, effectivement, tu peux travailler comme informaticien, tu ne peux pas manquer de travail, mais si tu veux être un véritable patron, il va falloir faire des cours de gestion et que le MBA était mieux approprié. Comme j'avais déjà travaillé au Zimbabwe, parce que j'ai enseigné dans les écoles au Zimbabwe comme le Macman School, c'est des écoles anglaises, les Specialist College, c'est des écoles très réputées au Zimbabwe. Et je n'avais pas eu du mal à être accepté dans le programme de MBA au Canada. Ou le système canadien où on valorise beaucoup l'expérience professionnelle aussi. Effectivement. On veut des gens qui font des choses concrètes. Oui, c'est exactement ça la différence, parce que j'ai été très surpris, parce que la plupart de mes profs n'avaient pas le doctorat ni de PhD. Pour eux, mais c'était des professeurs très bons, il faut le dire très bons, donc c'était un peu difficile d'avoir de mauvaises notes. Parce que ces profs-là, la majorité n'était pas là pour nous piéger. Donc, il fallait faire beaucoup de travaux, il fallait faire beaucoup d'évaluations formatives formelles pour se préparer. Il y avait des moments où on avait le droit de se tromper en phase de préparation. Oui. Donc, je voyais plutôt que je quittais d'un système où il y avait beaucoup d'hostilité et je me trouvais dans un milieu où c'était beaucoup plus agréable, beaucoup plus fertile. C'est pas que je suis un génie, je ne pense pas. Je pense que j'ai seulement eu cette chance-là de quitter d'un système où les choses sont un peu plus compliquées, parce que j'ai fait mon secondaire ici. Oui. Et je me trouve dans un milieu où, finalement, on me dit, oui, voilà, à l'examen, si vous allez réussir, voilà les choses que vous allez apprendre, voici les différents critères. Au niveau des travaux, c'était la même chose. Donc, justement, j'ai pu saisir l'occasion et je suis allé beaucoup plus loin. Voilà. Alors, parlez-nous du Canada. Vous étudiez, comment ça se passe dans le domaine des sciences et de l'éducation, qu'est-ce qu'on apprend et vers quoi on va et comment cela se déroule-t-il concrètement? Disons, dans le domaine des sciences et de l'éducation, c'est assez pointu. Vraiment, c'est assez pointu. C'est l'étudiant, contrairement à ce que nous voyons ici, qui est au centre de son apprentissage. Au Cameroun, par exemple, c'est le prof. Je vais commencer par définir, c'est quoi un bon prof dans le système éducatif camerounais? Un bon prof, c'est celui qui parle nécessairement très bien. C'est d'avoir un bon prof, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui impressionne. Mais dans le système éducatif, dans le système canadien, ce n'est pas le cas. Un bon prof, c'est celui qui est capable d'amener l'étudiant à comprendre, à aller beaucoup plus loin et à être autonome à la fin du module de formation. C'est le rôle de l'enseignant en ce moment-là, c'est de faire le travail par l'étudiant. Parce qu'on parle toujours du fait que ce n'est pas à moi de faire le travail, c'est à l'étudiant. Alors, durant le programme, durant le cours, le rôle de l'enseignant en ce moment, c'est de vous donner des exercices, de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va être capable de travailler à la fin. Alors, l'enseignant parle du profil de sortie, même le profil de sortie, excusez-moi pour l'expression, entre guillemets, parce qu'on parle de cible de formation pour un cours. Donc, l'enseignant dit, OK, à la fin, l'étudiant doit être capable de faire telle chose. Alors, qu'est-ce que je dois pouvoir mettre à sa disposition pour qu'il soit capable? Certains, ils sont ouverts. Pour l'instant, je ne peux pas encore tirer une conclusion, parce que quand il y a des accords de principe, il faut attendre que les choses se réalisent, se concrétisent. Et pour l'instant, il y a cet accord de principe un peu partout où je suis allé. Mais j'attends d'ici là que les choses puissent se concrétiser avant que je puisse me prononcer. Parce qu'il s'agit là d'un colloque scientifique international. Une occasion pour moi de rencontrer mes collègues sur place, qu'on essaie de discuter autour d'une table ronde avec les experts internationaux et ensemble ensemble développer quelque chose pour pouvoir aider le pays. Alors justement, pour pouvoir aider le pays, vous insistez sur la question de l'approche par compétence. Il s'agit de quoi concrètement? Que faut-il entendre par cette approche par compétence, dont on parle aussi beaucoup au Cameroun, mais dont les résultats parfois ne suivent pas toujours? L'approche par compétence, c'est quoi aujourd'hui? L'approche par compétence, l'appliquer dans le contexte camerounais exige un certain nombre de contraintes, de sacrifices de la part de l'enseignant. Or, on regarde déjà le personnel enseignant est mal rémunéré. Mais quand l'enseignant décide d'enseigner en usant cette approche, ça nécessite beaucoup d'investissement. Vraiment beaucoup d'investissement, parce qu'il doit avoir, entre autres, l'évaluation formative formelle. L'évaluation formative formelle, c'est un peu comme le bac blanc qu'on fait ici, qui n'est pas compté, mais qui permet quand même à l'étudiant d'avoir une idée globale. Bon, or, dans un contexte par compétence, il ne peut pas avoir une évaluation sommative sans qu'il y ait au préalable une évaluation formative formelle, qui va permettre à l'étudiant de jauger son niveau son niveau de compétence. De compréhension de la matière. Donc, l'enseignant doit s'assurer de donner cette évaluation-là, de pouvoir corriger. Vous voyez déjà un enseignant camerounais,
déjà faire cette évaluation-là avant de donner une évaluation sommative qui compte. Ce n'est pas évident. Donc, ça prend d'avoir une sorte de motivation. Est-ce que le professeur ou l'enseignant camerounais est motivé? Oui. Donc, vous voyez, d'abord, il y a cette question de rémunération qui se pose. Bon, cependant, il y a certains qui enseignent par amour, par passion. Alors, ces personnes-là, il y a toutes les dispositions qui sont prises. Alors, donc, il doit falloir en ce moment-là que ces personnes-là aussi, ces enseignants, ces collègues, qui soient au préalable formés. Parce qu'ils doivent beau avoir la volonté, passion de leur métier, mais s'ils ne sont pas au préalable formés, comment doivent-ils aider ou réussir à aider les étudiants à se développer, même s'ils ont la volonté? Vous voyez qu'il y a là un problème de formation qui se pose. Malheureusement, il n'y a pas des écoles de formation des profs à ce niveau-là. À ce niveau. Donc, le colloque... C'est-à-dire que, oui, tout à fait. Au-delà de l'école normale, par exemple, ici, on ne forme plus les professeurs après cela. Tout à fait. L'école normale, c'est pour le niveau secondaire. Alors, maintenant, ces profs-là, ils sortent, c'est pour aller enseigner au secondaire. Oui. Alors, même là encore, on peut dire, oui, l'enseignant du primaire, du secondaire, il n'est plus à la recherche de son identité professionnelle, mais il en demeure pas moins que lorsqu'il termine, ça s'arrête là. Il n'y a pas une école où il va pouvoir se perfectionner, se recycler, comme pour utiliser cette expression-là. Là, c'est déjà quand même beaucoup mieux. Mais au niveau supérieur, à l'université, pas. Donc les enseignants qui enseignent à l'université n'ont aucune connaissance pédagogique. Pas du tout. Et parfois, c'est par accident de parcours qu'ils se mettent à enseigner. Il se dit, OK, pourquoi pas essayer de donner tel cours. Du coup, que se passe-t-il? L'enseignant essaie de se rappeler comment enseigner son prof de mathématiques. Il essaie de revoir peut-être les anciennes copies. Et c'est de cette façon-là qu'il... Alors, et vous dites que c'est l'une des raisons du chômage ambiant qu'on a chez les jeunes qui vont à l'université. Vous dites que le système éducatif camerounais forme des chômeurs, finalement. Si on c'est ce que vous dites? C'est une évidence. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit lui-même lors de son allocution le 10 février 2016, et où il sort en mettant en place un plan triennal. Triennal, oui, pour les jeunes. Pour les jeunes, et il ne s'est pas arrêté là. Il y a une enveloppe générale de près de 100 milliards oui, qui a été dégagée pour en arriver là. Pourquoi il a fait ça? C'est pour aussi, entre autres, permettre que le Cameroun puisse vraiment atteindre l'émergence en 2035 et en même temps que les jeunes puissent mieux s'insérer au niveau économique, au niveau socio-professionnel. Mais ça ne suffira pas, si je comprends bien. C'est là où je suis en train de venir. Oui. Cette initiative a été saluée, même par mes autres collègues camerounais du côté de Montréal. Quand nous avons entendu ça, on était très contents, surtout nous les pédagogues. Mais on s'est dit que ça ne suffit pas. Donc il doit falloir mettre en place ce que nous sommes en train de faire là, à travers le colloque, où nous aurons l'occasion d'être réunis, et entre Camerounais, entre Africains, entre experts canadiens, et pouvoir avoir des centres de travail et alors, trouver une justement, venons-en à ce colloque. Le colloque, ce sera quoi? Comment ça va s'organiser? Quelles sont les grandes idées, forces, et qu'est-ce qui va en sortir? Disons, au niveau du colloque, d'abord, la thématique, c'est les enjeux de l'approche par compétences en milieu éducatif et professionnel. Bon, et le colloque va se passer autour de 3 axes, parce qu'il s'agit d'un colloque scientifique. D'abord, avant de présenter les 3 axes, j'ai voulu en fait que mes frères, que les Camerounais puissent vivre la même chose que nous vivons depuis plusieurs années au Canada, aux États-Unis, un peu partout quand nous allons dans les conférences. Donc ça va se faire de la même façon. Au niveau du premier axe, j'ai voulu en fait qu'il y ait un regard croisé entre ce qui se fait en Amérique du Nord, ce qui se fait en Afrique et plus précisément au Cameroun. Et là, autour de la table, il y aura des experts. Cet axe va être animé par il y aura des communications orales, il y aura les ateliers pratiques, tables rondes et des témoignages au niveau de cet axe. Et au niveau du deuxième axe, c'est l'adéquation formation-emploi, où nous essayons en ce moment-là de trouver des solutions et d'aller dans le même sens qu'a souligné le chef de l'État lors de son allocution de 10 février 2016 aux jeunes. Et nous visons en ce moment-là d'amener et de faire en sorte que l'on comprenne les Camerounais, ainsi de suite, et les autres pédagogues, que le numérique est devenu aujourd'hui une compétence. Donc c'est un incontournable en matière dans les sociétés. Donc il faut absolument les intégrer justement pour que les étudiants qui viennent, qui sortent étant autonomes, prêts à travailler. Bon, nous avons pensé à un troisième axe qui est plus intéressant et qui n'est pas souvent abordé
en Afrique. Oui. Au Cameroun, je n'ai pas encore entendu parler de ça. En Europe, ils sont en train de s'y mettre. Ils dépensent aussi des milliards d'euros pour pouvoir mettre l'accent sur la santé psychologique au travail. Ah, voilà. Au Canada, ils sont très avancés et ils mettent beaucoup plus d'accent maintenant sur... Le fameux burn-out. Burn-out, effectivement. Donc, ils mettent déjà il faut mettre l'accent sur ça. Bon, ils mettent l'accent là-dessus et beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus sur le bien-être psychologique au travail. Parce qu'il y a deux aspects au niveau de la santé psychologique au travail. Il y a la détresse psychologique au travail, il y a le bien-être psychologique au travail. Mais il faut beaucoup plus mettre l'accent sur le bien-être psychologique au travail. Comment faire pour que le personnel soit heureux? Parce qu'il y a plusieurs recherches qui ont montré qu'il y a une certaine adéquation entre le développement professionnel et le bien-être psychologique au travail. Donc, plus on est heureux, on a des prédispositions de se développer professionnellement. Oui, oui. Et donc, le colloque se tient quand? Et donc, le colloque se tient quand? Le colloque, c'est du 17, 18 et 19 juin. À Yaoundé. 2018, au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà. Alors, vous avez à peu près un certain nombre d'invités. Il y en a qui viennent du Canada, il y en a qui viendront d'ici. Et puis, quel accueil vous avez reçu ici par rapport à ça? Vous êtes en pleine démarche là, en ce moment. Comment trouvez-vous l'accueil? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme pour ceux qui entendent que vous allez organiser un colloque? Disons, le Premier ministre a salué l'initiative. Et il vous a reçu, le Premier ministre? Pas encore, avec ses multiples fonctions et tâches, oui. Mais je sais que ça ne saurait tarder. Bon, il a aussi donné l'initiative. Il a demandé au ministère sectoriel de pouvoir collaborer avec nous. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu un accord de principe. Et je pense qu'au courant de cette semaine, tout doit bien se passer. Sinon, ça risque d'être un peu problématique. Il faut l'avouer, parce qu'il s'agit d'un colloque scientifique. Donc, déjà, le programme doit sortir avant la mi-juin. Et pour que vous soyez en train de vous ébranler sur le terrain. Or, pour sortir un tel programme, il faut au préalable finir avec ces ministères, savoir qui participent, etc. Mais naturellement, les ministères concernés, enseignement secondaire, vous avez été reçu là-bas? Il y a l'enseignement de, vous appelez ça ici le MINDUP. Oui, enseignement de base. De base. Vous avez été reçu là-bas? Tout à fait. Oui. Là-bas, ça se passe bien. Il y a le MINSEC. Oui, MINSEC, enseignement secondaire. Le MINSEC, oui. Il y a le MINSUP aussi. Oui, MINSUP aussi. Et il y a le MINFOP. Oui, MINFOP, oui. Ministère de l'Emploi, Formation professionnelle. Oui, effectivement. Et le ministère du Travail. Du Travail, oui. Bah, là aussi, il faut ajouter les entreprises. Tout à fait, parce que là, on pose la question, ça se passe comment avec les entreprises? Puisque l'approche par compétence, cela débouche après la formation, l'emploi. Vous avez vu le GICAM, par exemple? On a vu le GICAM, nous avons un dossier qui a été soumis là, et on a aussi eu un accord de principe. Bon, on attend que d'ici là, les choses doivent se décanter pour que les participations aussi soient effectives. Oui, parce qu'avec les entreprises, globalement, la question qu'on va se poser également, c'est de savoir, au terme du colloque, est-ce que les résolutions de ce colloque, vous espérez qu'elles soient traduites dans les faits? De quelle manière? Puisque l'objectif que vous poursuivez, c'est l'emploi pour ces gens qui sont formés. Comment vous espérez? Pensez que c'est une décision politique quand même là qui va être prise? Ce qui est certain, c'est que pour améliorer l'éducation, on ne peut pas le faire sans les politiques. Sans le gouvernement public, c'est impossible. Donc, doivent toujours être au centre de ce que nous faisons. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas non plus venir au Cameroun mener une telle initiative sans impliquer le gouvernement. Donc, cela veut dire finalement quoi? Que ces personnes, à la fin, pour répondre à votre question, ces personnes doivent justement aller beaucoup plus loin et développer les compétences qu'il faut pour répondre aux attentes. Parce que si au niveau des entreprises, l'étudiant qui termine sa formation n'a pas ce qu'il faut, je ne pense pas que vous allez l'embaucher. Parce que quand il va venir passer l'entrevue chez vous, vous allez au préalable l'interviewer d'abord. Alors pour l'interviewer, ce n'est pas seulement lui poser les questions d'ordre théorique. Vous allez lui demander, vous allez lui dire de faire exactement ce que vous attendez de lui. Et s'il n'est pas à la hauteur, vous n'allez pas l'embaucher. Or, si au moment de monter le programme, le module de formation, il y a une concertation entre ces entrepreneurs et les pédagogues, vous comprenez déjà qu'il y a une nette évolution. Donc, vous aurez les profils d'emploi, on aura les profils d'emploi et puis les profils de formation qui devront correspondre aux profils d'emploi. Effectivement. Et justement, il faut, à cette occasion, vous pensez donc faire venir suffisamment d'entrepreneurs à travers le GICAM? On a d'entrepreneurs, on a beaucoup qui doivent venir même du Canada, dans les pays africains aussi, vont venir du Bénin. Il y a même les ministres du Béninois qui vont être là. Il y a certains qui viendront de la Côte d'Ivoire, du Burundi aussi.
Parce que le but, c'est quoi? C'est de pouvoir discuter. Ces entrepreneurs, ils doivent avoir une table ronde aussi avec ces entrepreneurs et des pédagogues. Et le but, c'est qu'au sortir de ce colloque, qu'on ait un début de solution. À la fin du colloque, il y aura un suivi. Donc, on ne va pas en rester seulement à prendre des résolutions sans qu'il y ait un véritable suivi par la suite. Alors, je rappelle également que vous êtes vous dirigez, vous êtes le président, vous me direz si c'est bien le cas, de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, AIPDP. Alors, qu'est-ce que cette association fait? Vous travaillez dedans comment? En tant que le but de l'association, c'est parti d'un constat qu'au niveau de l'Afrique en général, on avait presque les mêmes problèmes partout. Surtout ce problème de compétences, la formation était restée très théorique. Et c'était aussi parti du fait que nos profs n'ont pas la chance d'être formés. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus au niveau supérieur. C'est par ce temps de parcours qu'ils se trouvaient à faire ce métier-là. Bon, je me suis dit, pourquoi pas mettre en place une association qui doit accompagner le gouvernement et faire en sorte qu'au niveau de l'Amérique du Nord, impliquer mes collègues chercheurs et mes collègues pédagogues pour qu'ils puissent nous accompagner progressivement et faire en sorte que tous les 10 régions du Cameroun soient couvertes pour qu'on essaie de réduire ce fossé-là qu'il y avait l'Amérique du Nord. Donc le but de l'association, vraiment, c'est de s'assurer de tout ce qui est assurance qualité et de rester dans ce sens, dans cette mouvance d'innovation pédagogique. Ça, c'est le but de l'association. De l'association, oui. Voilà. Et actuellement, nous sommes basés à Douala, mais à partir de l'automne, l'association, le siège social sera à Montréal. Et déjà, il y a le Bénin, qui a déjà une succursale. Il doit aussi avoir une succursale en Côte d'Ivoire, au Burundi, dans les différents pays. Le plus important, ce n'est pas de rester au Cameroun, parce que nous sommes avant tout les Africains. Mais j'ai voulu que la première édition de ce colloque commence ici. Ce colloque se tiendra un peu partout en Afrique dans les années à venir. Déjà l'année prochaine, le colloque aura lieu au Bénin. Et la 3e édition aura lieu en Côte d'Ivoire. Alors, justement, vous entendez implanter cette association et puis aller un peu plus loin. Vous insistez sur le suivi. Pour vous, c'est important parce que même après le colloque, il y aura les résolutions, mais il faudra aller au-delà pour s'assurer qu'effectivement, on arrive à des résultats concrets. Nous, on ne va pas s'arrêter même seulement au niveau du suivi. Il y aura un calendrier, un échéancier réaliste, parce que juste après le colloque, nous allons tenir notre assemblée pour définir. Et je vais rester encore après le colloque pour faire les 10 régions avec une équipe en place pour identifier le problème et mettre en place ce qui a été prévu. Alors, professeur Justin Goya, vous vivez au Canada et justement l'actualité fait que certaines questions deviennent essentielles, notamment au Cameroun où nous avons la crise anglophone qui fait des ravages ici avec des combats, avec certains qui réclament d'ailleurs carrément une sécession. Alors le Canada, on le sait, le Québec qui est la partie francophone, lui, vit cette question-là du multiculturalisme d'une certaine manière. Comment lisez-vous la crise anglophone ici au Cameroun et finalement, quel exemple faut-il en tirer par rapport au Canada? Tout d'abord, M. Guizogo, c'est triste. Et pour répondre, je vais d'abord peut-être essayer de repréciser la question. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de la crise anglophone, il s'agit de la crise camerounaise. Parce que le Cameroun est avant tout un pays uni. Pourquoi parler des anglophones, parler des francophones? Il s'agit du Cameroun qu'il est question ici. Je le vis et c'est triste, c'est dommage que je ne sois pas assez outillé, qu'il me manque des solutions. C'est que des larmes. Parce que dans un pays comme le Cameroun, comme le Canada, c'est l'image du Cameroun qui doit être préservée. Pas seulement au Canada, un peu partout dans le monde entier. Nous allons avant tout préserver l'image du Cameroun. Nous pouvons peut-être ici discuter entre nous, mais une fois traversé les frontières, nous, on devait quand même faire profil bas et essayer de savoir ce qui se passe. C'est ce que les autres pays font. Au Canada, ils font tout pour protéger les leurs. Tout ce qui se fait, ils essaient de discuter, de trouver des solutions. Mais quand on parle déjà de crise anglophone, il y a un problème. De quelle crise anglophone est-il question? C'est la crise camerounaise. Donc vraiment, c'est triste. Mais c'est dommage que je n'ai pas une potion magique pour renverser la situation. Alors, est-ce que ça se ressent jusqu'au Canada où vous êtes? Bien sûr. Oui. Il y a des positions très tranchées dans la communauté camerounaise. Les gens sont... capables d'aller atteindre cette cible-là.
C'est de cette façon-là que les cours se passent au Canada. Oui. Alors, vous avez eu, nous reviendrons dans vos activités actuelles, vous avez eu des responsabilités. Vous avez des responsabilités là-bas. Au département, vous vous occupez de quoi? Au département de sciences et d'éducation de l'Université de Montréal, vous vous occupez de quoi concrètement? Bon, au département, j'enseigne dans le programme de deuxième cycle d'enseignement postsecondaire. Je donne plusieurs cours dans ce programme-là. Je donne le cours de gestion de classe, le cours de planification, le cours de psychopédagogie et développement de compétences, le cours de séminaire. C'est-à-dire gestion des classes. Il faut gérer une salle de classe. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on n'apprend peut-être pas au Cameroun, si je ne me trompe pas. On n'apprend pas la gestion d'une classe, hein, même à ceux qui ont fait pédagogie. Ça, c'est le cours de pédagogie, parce que pour, vous savez, le Québec, c'est une province ou une nation plutôt diversifiée. Les étudiants viennent un peu de partout. Chacun vient avec ses mentalités, sa façon de faire. Et du coup, ce n'est pas aussi évident. Donc, il faut que l'enseignant qui est là, qui sache comment faire pour pouvoir amener les étudiants à travailler ensemble. Par exemple, au Canada, juste le simple fait de vous regarder droit dans les yeux, ça veut dire que je suis honnête. Mais vous savez très bien qu'au Cameroun, ou la majorité de nos pays, quelqu'un vous regarde droit dans les yeux. Certains ne pourront pas oser vous regarder droit dans les yeux parce que pour eux, c'est comme ils cherchent à vous défier, c'est comme le challenge. Mais en signe de respect, ils vont peut-être regarder à côté. Donc un enseignant doit pouvoir comprendre ça, donc c'est-à-dire être formé à l'éducation interculturelle pour savoir que, ah oui, telle personne vient de telle région, le fait de faire telle chose, ça veut dire que c'est un respect, c'est pas un manque de respect. Donc ça, c'est autant de choses que doit l'enseignant au Canada, le professeur doit savoir. C'est aussi la raison que de plus en plus maintenant, la pédagogie doit être insérée. Le simple fait d'être chercheur n'est plus suffisant. Il faut suivre des cours de pédagogie pour être un professeur plein. Oui. Alors, donc vous avez ces cours de gestion de classe, vous avez également ces cours d'évaluation. Oui. Et la question de l'évaluation, vous disiez tout à l'heure que vous êtes sorti d'un système où vous avez utilisé le piège, vous avez utilisé le mot piège. Absolument. Absolument, vous êtes sorti du Cameroun, il y avait le piège. Donc là-bas, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas forcément le piège. On n'a pas le sentiment que les professeurs se disent ces élèves ne peuvent pas me défier, je suis forcément au-dessus d'eux. Là, c'est autre chose. Là, ça va même plus loin que ça. Parce que nous, on est évalués à la fin de chaque session. Nous sommes évalués par les étudiants. Ah, par les étudiants. Tout à fait. Oui. Ils vous notent, ils disent ce que vous... Ils notent, il y a les différents aspects, les différents critères. L'étudiant note, et c'est de manière anonyme. Tout à fait. Et lorsque vous n'avez pas une bonne note, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, vous êtes appelé par le service pédagogique, où on va revoir ce qui ne va pas, comment est-ce que vous positionnez, etc. Et si vous êtes en début de parcours, ça se répète, vous pouvez être congédié. Congédié. Oui. D'accord. Donc c'est extrêmement rigoureux. C'est très rigoureux. Et donc voilà. Et donc vous arrivez donc dans cet environnement, vous êtes là depuis 2010. Disons, j'enseigne depuis 2010. Ah, vous avez Canada, étudié dans cette université aussi? Oui, j'ai étudié là. Comme je l'ai dit au départ, j'ai fait mon diplôme d'études supérieures, mon diplôme en enseignement postsecondaire universitaire, parce que je suis formateur de formateurs. Donc, je forme les profs qui doivent enseigner au niveau postsecondaire. Le postsecondaire, c'est un peu comme nos IPES ici, et universitaire. C'est à ces personnes-là que je dispense des formations. Donc, il y a des cours de gestion de classe, comme je dis, les cours de planification, le cours de séminaire. Et parallèlement aussi, je suis personne ressource dans le programme de perfectionnement de maître de l'Université de Sherbrooke. Oui. Donc de temps en temps, on fait revenir des... De temps en temps, ils font appel à moi et je vais là-bas donner des cours de perfectionnement aux personnes qui veulent enseigner au niveau postsecondaire. Oui. C'est-à-dire dans les universités. Tout à fait, dans les universités. Oui, parce que quand on dit postsecondaire, il faudrait bien... Oui, postsecondaire, comme je dis, l'équivalent ici, c'est un peu les niveaux BTS. BTS, oui. Et plus. Absolument. Oui. Alors, vos activités actuelles, c'est justement, vous êtes consultant en question des sciences de l'éducation. Vous enseignez naturellement à l'Université de Montréal. Alors, vous avez parlé de ces consultations. En quoi est-ce qu'elles consistent? Vous avez parlé un peu de votre périple. Vous êtes allé en Afrique du Nord, notamment. Quand vous y allez, qu'est-ce que vous faites? Oui, disons, avant d'arriver en Afrique du Nord, j'ai travaillé pour le Collège La Salle comme coordonnateur pédagogique. Et j'avais cette responsabilité de faire en sorte de restructurer tout le système éducatif de l'Afrique du Nord. Plus précisément, les universités et les grandes écoles qui avaient les ententes avec le Collège La Salle du Canada. Donc c'est comme ça que je me rends dans tous ces pays-là et j'essaye de faire une évaluation. Le Collège La Salle, qui est un collège chrétien?
si je ne m'abuse. Bon, parfois les gens se trompent, c'est pas la même, c'est pas le collège qui est ici, c'est pas la même chose. C'est purement canadien. Canadien, oui. Absolument. Donc, mon rôle consistait justement à aller dans ces pays et de poser d'abord un diagnostic et de m'assurer que ce qu'ils dispensent là-bas comme formation rime bien avec ce qui se fait au niveau du Canada. Donc, il fallait donc voir qui sont les profs là-bas, il fallait les entretenir, voir les notes de cours, voir comment ils évaluent, rencontrer les étudiants, rencontrer les enseignants, rencontrer le personnel administratif. Donc, c'est tout ce travail-là qui a été fait et par la suite faire une proposition. Oui. Et, ça, nous étions en quelle année, ça? 2010, 2011, 2012. Je l'ai fait et ils m'ont fait appel encore par la suite parce que d'après, bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de dire ici, parce que d'après ce que l'un des responsables m'a dit, après être rendu à l'université parce que je ne travaillais plus là, ils ont envoyé d'autres consultants pour le suivi. Apparemment, ça n'a pas été un succès. Ils ont fait appel à moi. Et je suis retourné là-bas. Alors, donc l'accueil a été souvent globalement satisfaisant. Tout à fait. Et la mise en œuvre aujourd'hui, c'est quoi dans ce cas-là? Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que ceux qui étudient dans ces pays-là et dont les universités sont en partenariat avec le Collège La Salle, les diplômes sont reconnus au Canada. Il y a aussi des emplois qui suivent. Les emplois, c'est automatique. Comme je dis, les emplois, c'est automatique. Bon, maintenant, ça dépend de l'étudiant. Est-ce qu'il veut vraiment ça? Ainsi de suite, oui. Alors, vous avez justement ces responsabilités en tant que consultant international, mais vous avez également, de manière globale, c'est la question des sciences de l'éducation qui vous tient à cœur. Comment est-ce que vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui, on doit définir aujourd'hui la question des sciences de l'éducation dans un contexte comme celui de l'Afrique, comme celui du Cameroun? C'est une discipline qui s'enseigne beaucoup, notamment ici, mais est-ce que c'est de manière idoine? Vous trouvez que c'est convenable comme ça se fait? Je vois que déjà avec la faculté de sciences de l'éducation de l'université que nous avons ici, j'ai rencontré quelques collègues là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il doit falloir d'abord regarder la structure du programme. Et aussi s'assurer vraiment qu'il y ait une formation, que les profs qui dispensent des cours dans ces départements ou un peu partout, il faut quand même qu'ils se mettent en question. Parce qu'avoir un PhD ou un doctorat, ce n'est pas suffisant. C'est plus suffisant. Se faire appeler professeur, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Parce que ce qui importe aujourd'hui au Canada, c'est ce que justement on est capable de faire. En tant que prof, en tant que pédagogue, monter un programme et m'assurer que l'étudiant qui le réussit, il est capable d'aller répondre aux attentes du marché de l'emploi. Là, en ce moment, si on m'appelle professeur Ngoya, Justin, ça m'est égal. Le plus important, c'est vraiment ce qui doit être fait à la fin de la journée. Bon, au niveau du département de sciences d'éducation, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, même s'il y a quand même beaucoup de progrès. On doit devoir accélérer, sinon on risquera de ne jamais... Et donc, quand vous venez, vous avez rencontré des gens, vos séances de travail, ça se passe comment? Vous trouvez que l'accueil est plutôt chaleureux, ou il est froid, ou alors simplement un peu désintéressé? Il y a